Est-ce que le public m'entend? Ok, public en délire. Est-ce que mes fans m'entendent? Il fallait que je mette un rose. Ah, on est pas mal là. On est très bien même d'ailleurs. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est dans ton studio. Exactement. D'ailleurs, Voilà. de nouveau bienvenue dans mon monde d'ailleurs, parce que mon studio t'attend depuis très longtemps d'ailleurs. Hein. Waouh, c'est gentil. Bah, je te laisse te faire ta présentation, c'était bien parti. Ouais, en effet, d'accord, ça marche. Donc je suis Jérôme Lamy, donc studio Lamy Photo. Au quart de tour, ouais, il est vraiment exactement. professionnel. Ah oui, on me demande de me présenter, je suis comme ça, moi j'attends pas, je suis comme Parfait. ça, je suis au taquet, tu sais. Hein. Donc voilà, encore une fois, ça fait longtemps que je t'attends, donc je suis prêt depuis longtemps, tu vois. C'est pour Avant, ça. il y avait rien, il a fait tous les travaux pour moi. Ah ouais, j'ai arrangé le studio pour que tu puisses venir, j'en suis très content, parce qu'il est terminé au moment où tu arrives, c'est génial. Pour l'histoire très vite fait, on se parle depuis plusieurs mois en fait. Et Exact. là, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Voilà. Exactement, et c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on essaie de se voir, même d'ailleurs on a failli se voir du côté de Rouen, parce qu'on doit faire chacun la route pour se voir, ça s'est pas fait non plus, on se fait des sons depuis pas mal de temps, on parle quand même beaucoup, faut l'avouer, je parle beaucoup moi aussi. Non, mais moi aussi. Donc ce qui fait que c'est un plaisir bien sûr de te recevoir dans mon studio, qu'on puisse parler un petit peu de nos envies, de notre but, de nos projets, et aussi parler un peu de moi, parce que si j'ai bien compris, tu as fait ce petit truc aussi pour moi, pour qu'on puisse parler un petit peu Tout à fait, parce que normalement, on va être l'aventure. sur ma chaîne YouTube, bon, peut-être sur Instagram aussi, mais principalement sur ma chaîne, donc les gens sont censés me connaître, ou alors ils vont aller sur des liens et tout. Donc on va quand même axer beaucoup sur toi. On est au studio Lamy à Argence. C'est ça, exactement. Okay. Depuis maintenant 23 ans, je suis installé. J'ai ouvert mon studio, j'avais 22 ans. Donc voilà, on imagine. Faites le calcul chez vous. Je dis pas mon âge. Voilà. Et 35 ans à peine. On va dire ça comme ça. Donc ça fonctionne extrêmement bien, avec bien sûr, comme on connaît dans toutes les entreprises, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, très bien. Pour la preuve, c'est que j'ouvre un deuxième studio prochainement sur Nancy. Donc voilà, ce qui veut dire que ça fonctionne très très bien, et j'ai un studio donc à Argence où j'ai 2 employés qui tiennent très très bien la boutique, qui me permet justement de faire les allers-retours, puisqu'en fin de compte je fais pas mal de shooting aussi en extérieur, de portraits, de mode, de mariage également. Donc voilà, j'ai un studio qui se trouve juste à côté, donc par ici, et bientôt donc sur Nancy, on est en train de négocier, mais je vais avoir un petit studio qui fera peut-être 80 mètres carrés, donc ça sera peut-être pas mal. Tu développes sur plusieurs régions, t'as moi, des employés. Ah ouais, je m'arrête pas en fait. Bien. Exactement. D'ailleurs, bientôt je rentre en bourse. D'ailleurs, non, je plaisante. Alors quelle est la recette de cette success story, Jérôme? Oh, je te dirais la passion. Avant tout, c'est quelque chose. Ouais, non, si, la passion. Non, on joue pas là-dessus. Quand je dis ça, on m'écoute et on est sérieux, s'il vous plaît. Non, la passion est une chose importante. Tout simplement, pour dire la petite histoire, c'est que déjà, étant gamin, je piquais l'appareil photo de mes parents. C'était d'ailleurs un petit Kodak avec les flashs à cube. Ça date, ça fait voir que je suis plus vieux qu'on pourrait penser. Donc voilà, et je faisais des photos de tout et de rien. Donc voilà, déjà cette passion-là. Et réellement, c'est à l'âge de, on va dire 20 ans à peu près, où j'ai commencé à m'intéresser fortement à la photo, et j'ai repris mes études en photo. Ce qui a été très sympa, parce que je pensais pas que j'étais même assez bon, parce que j'étais médiocre quand même à l'école à l'époque, faut l'avouer. Et c'est pour que les études de photo, vu que ça m'intéressait, m'a permis justement de voir que quand j'aimais vraiment quelque chose, je pouvais être quand même assez bon. J'ai eu même des très bonnes notes, j'étais bien noté. J'ai appris l'histoire de la photographie, la lumière de la photographie, qui est très importante d'ailleurs pour ça. Ça m'a permis ensuite de rencontrer un photographe qui était meilleur OE de France à l'époque, qui m'a enseigné aussi, parce que c'est bien d'avoir aussi une personne qui t'épaule, qui m'a enseigné la photographie et toutes les astuces justement de la photographie de reportage. J'ai pas mal baroudé, j'ai pas mal voyagé, j'ai essayé de capter un peu les émotions de certains photographes, mais aussi certaines ethnies, parce que j'ai beaucoup voyagé aussi, pour justement me permettre de savoir un petit peu comment photographier, et surtout choper un petit peu les expressions et l'émotion que les personnes dégageaient. Ça, c'est quelque chose de très très important que j'ai appliqué après dans mon studio. J'ai été photographe de plateau aussi, pendant pas mal de temps, où j'ai rencontré pas mal de tournage. Plateau de tournage, oui. Oui, c'est vrai, merci pour la précision. Pas de problème. Et ça m'a permis de rencontrer du beau monde. Hein. D'ailleurs, dans le studio, il y a eu pas mal de personnes qui sont passées du petit et du grand écran, que j'ai eu le plaisir de photographier. Parce qu'on n'est pas très loin de Deauville ici. On n'est pas très loin de Deauville, en effet, ouais. C'est pour ça. Et parce qu'avec un de mes frères, on avait organisé des courts-métrages et tout ça à une époque, ce qui fait que ça a permis de rencontrer du beau monde. Mais bon, tout ça fait que derrière, j'ai voulu mettre en avant tout ce que j'ai appris dans mon studio à photographier
tout modèle, mode, famille, enfants et autres, pour justement recréer cette émotion qui se dégage dans chaque personne, mais surtout dans les photos. On peut le voir un petit peu dans tout ce que j'affiche dans mon studio, pour justement faire voir aux personnes qu'il y a quelque chose qui se dégage dans la photo. Je dis souvent photo, hein, désolé, mais tu passerais pas dans la photo, toi? Il me semble, pourquoi pas, on va dire on va changer, on va dire dans l'image, on va dire éventuellement. Mais c'est vrai que voilà, ça permet justement d'arriver sur quelque chose d'assez passionnant, et apparemment les personnes, les clients qui viennent ici me remercient pour ça d'ailleurs, donc j'en suis très très content. Ouais, parce que quand on vient ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos affichées, je les montrerai, j'ai fait quelques petits plans de coupe. D'accord. Et il y a un peu de tout. Le rendu est super, et ouais, c'est hyper quali, c'est vrai que ça a pardon pour le mot, mais ça a une autre gueule de voir ça en vrai que juste numérique sur un site internet. Oui. C'est déjà beau, hein, mais tu fais waouh, en vrai c'est trop bien. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes à passer ici, quand ils me posent des questions, je leur dis passe au studio, autour d'un petit café. Autour d'un petit café, tout ça, on leur dit voilà, tu peux passer, on prend un petit café, on discute de tout ça. Et c'est vrai que le fait de voir ça au mur, c'est beaucoup plus sympathique que voir ça sur les réseaux sociaux, même si je suis un peu partout sur le réseau. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un de mes clients récemment, moi j'appelle ça de venir voir mes photos qui sont en expo, hein, tout simplement. Et c'est vrai que dans le jargon d'aujourd'hui, on dit il est super sympa votre showroom. C'est vrai que on peut appeler ça un showroom éventuellement. Ouais, ouais, tout simplement. C'est vrai que ça reste plus sympa à dire ça, un peu la mode anglaise et tout, c'est sympa. Donc voilà. Je vais rebondir sur deux choses que tu as dit tout à l'heure. Déjà, tu parlais beaucoup d'émotions. Alors sans aller jusque dans la technique pure, mais comment tu fais en fait pour... tu m'as montré les photos que tu avais fait justement dans la rue au Vietnam. Ouais. C'est pas facile en fait de capter un moment où d'un coup quelqu'un te regarde et tu fais ok, c'est bon, c'est là. T'attends qu'il y ait un moment où tu le provoques ou... Oui, on peut dire que je le provoque quand même, en effet, parce que c'est vrai qu'on est sur un mode reportage. En mode reportage, on peut pas dire tiens, tu mets comme ça, voilà, c'est ça. Non, tu peux pas, en fait. T'es obligé de faire avec, ce qui veut dire que quand tu sais qu'il y a quelque chose qui va se dégager, je sais pas comment l'expliquer, mais en fin de compte, je peux dire que je vais savoir un petit peu ce qui se passe avant, ce qui est c'est un peu stupide ce que je dis, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Puisque si je vois une gamine arriver avec, qui va courir avec un ballon, un truc comme ça, n'importe quoi, je sais plus ou moins dans quelle direction elle va aller. C'est automatique parce qu'elle court dans ma direction. Mais c'est vrai qu'au moment où je la photographie, elle va être sûrement curieuse, elle va essayer de savoir qui la photographie. Donc automatiquement, elle va la tête, elle va me regarder, je vais faire un sourire, elle va me le rendre. Donc elle sourit devant l'objectif, bing, ça y est, on a une photo où elle sourit quand elle me regarde, quand elle joue au ballon. Voilà, on est comme ça. On le provoque un peu, mais on joue avec ce qu'on nous donne, tout simplement. Donc voilà. Après, on est sur de la portrait de mode, bien sûr, c'est autre chose, mais tout ce qui touche à du reportage, j'appelle ça du reportage quand ça se passe dans la rue, on est sur des choses qu'on provoque un petit peu, mais on joue avec ce qu'on nous donne. Donc voilà. Ça, c'est un style qui te plaît? Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est un style qui plaît, c'est mon style. D'ailleurs, apparemment, ça plaît vraiment bien. Mais c'est vrai que voilà, je veux dire, je suis pas un photographe qui va dire, on fait comme ça, on fait un truc carré, on pose comme ça, voilà. En plus, ça, c'est vieux, malheureusement, c'est que les gens qui font ça, c'est qu'ils sont pas passés au côté moderne, on va dire. Mais c'est vrai qu'on va faire avec ce que la personne va nous donner. En fait, dans l'émotion, une personne qui va te demander de la shooter, tout simplement. Elle va te demander quelque chose, tu vas dire, ok, je vois par exemple ce que tu veux faire. Maintenant, tu me laisses faire, tu vas faire un petit peu comme je te le demande. Mais selon ce que tu vas faire, je vais attendre le moment propice pour pouvoir te photographier. Je vais pas photographier au moment où je te demande de poser. C'est vraiment quand tu t'y attends le moins où je photographie, parce que c'est là que ton émotion ressort réellement. Parce que c'est toi, tu t'y attends pas. Quand c'est du poser, malheureusement, l'émotion n'est pas présente. Il faut vraiment jouer avec ça. Il y a souvent, d'ailleurs, ça arrive assez souvent, quand je demande aux personnes de les photographier, ils me regardent, et simplement je dis, non, en fait, je ne fais rien parce que je sens rien pour l'instant, ça sert à rien. On va essayer de changer un truc, mets-toi comme ça, puis tiens, tu y es. Paf, tu fais la photo. T'attends un petit peu, la personne se relaxe un peu parce qu'elle est un peu crispée au début, paf, tu refais une photo. Mais c'est vraiment, t'as un moment précis pour faire des photos, et ça sert à rien de faire des choses carrées, parce que on est entre, on va dire, la photo posée, semi-posée, voire un peu reportage quand même, faut l'avouer. Mais c'est vrai que jamais je ferai poser vraiment une personne, parce qu'il y a rien qui dégage, en fait. Tout simplement. Alors moi j'y arrive. Ce mec qui d'un coup. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a des photographes qui, par exemple, alors, sans aller dire retourne-toi, mais ils vont dire mets-toi dans une position, puis d'un coup regarde-moi. C'est le fait de tourner, d'un coup regarder, clac, ils font un truc. Et ce que tu viens de dire, oui, c'est vrai que c'est quand même assez rare que les toutes premières photos d'un shoot soient géniales. Faut le temps qu'il y ait une espèce de mise en confiance. Bah, surtout que toi tu fais aussi pas mal de particuliers. Oui.
Ah oui, Donc, doit y avoir aussi un travail, j'imagine, en amont de les détendre, de les Complètement. En mettre fait, en condition. exactement, et c'est hyper important parce que les modèles pro ont l'habitude de poser, donc on peut même passer directement au shooting, à 2-3 choses près, parce qu'il y a le make-up et tout avant, tu discutes avec elle et tout ça pour les mettre en confiance, mais ils se mettent tout de suite en confiance parce qu'ils ont l'habitude. Par contre, les particuliers, c'est totalement différent. Ils arrivent, ils savent pas du tout poser. Parce qu'en fin de compte, ils arrivent, c'est la première fois qu'ils sont devant un photographe, ou peut-être une deuxième fois, mais ils savent pas du tout comment faire. Donc là, en l'occurrence, ils me disent, on se met comment? Très souvent, c'est ce qui se pose comme question. Quand on les met dans le studio, automatiquement, on se met contre le fond studio parce qu'ils savent pas qu'il faut se détacher du fond. Donc, il faut tout leur expliquer. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Voilà, ils sont toujours comme ça. On leur explique comment faire. Donc, dans mon studio, je leur dis souvent, moi, j'aime bien les câlins. Ce qui veut dire que vous allez vous prendre dans vos bras, vous allez vous regarder, vous coller joue contre joue, des trucs comme ça. Et j'attends le moment où il y a quelque chose qui se dégage. Et très souvent, d'ailleurs, quand ce sont des couples ou des frères et sœurs, des choses comme ça, des personnes comme ça qui veulent absolument faire ces photos pour un cadeau, automatiquement, ils jouent le jeu. On voit qu'il y a de l'émotion, on voit qu'il y a à côté d'amour et d'émotion qui se dégage, et là, on s'en amuse. J'ai fait une femme enceinte l'autre jour avec son mari, tous les deux sont motards. Ils étaient habillés en motard avec le ventre qui dépasse, voilà, c'était super sympa. Et ils ont même mis les casques et tout, c'était super sympa aussi là-dessus. Il y a un côté convivialité et de ressemblance par rapport à ça. Et en fait, ils ont joué le jeu. Il y avait beaucoup d'émotions parce que ils se caressaient le ventre de la femme enceinte. Ils s'embrassaient. Limite, j'existais plus. Ils étaient dans leur élément. Et là, c'est là que tu fais les meilleures photos parce d'ailleurs, ils se sentent bien. Donc c'est parce qu'ils se sentent bien, donc ça fait plaisir. Et après, on s'assoit justement alors avant le shooting d'ailleurs, et après, on se rassoit en fait dans mes fauteuils là où on est actuellement, dans le petit salon. Justement pour parler un petit peu de comment ils veulent voir les choses et ensuite comment ils ont vécu la chose. C'est très important parce que j'ai besoin de savoir comment ça se passe pour que m'améliorer la prochaine fois, mais ça fait déjà 23 ans que je suis à mon compte, mais pour s'améliorer davantage la prochaine fois, mais aussi parce que ils aiment bien ce petit côté où on les encadre du début jusqu'à la fin. C'est très très important. Donc, voilà. Tu es leur cocon. Ouais, c'est ça. ça. Non, bah c'est top. Photographe à l'écoute, doué, dans l'émotion, et tu l'as dit, qui voyage. Et je voyage beaucoup, en effet. Alors parce que je travaille pour des agences de voyage. Enfin, t'organises aussi des voyages. J'organise exactement. C'est parce que j'ai l'habitude de dire, je travaille pour des agences de voyage. En fait, c'est parce que j'organise des voyages qui j'emmène donc des personnes qui veulent découvrir l'Asie en général, donc ça soit le Vietnam, Cambodge, Mongolie, Laos, Birmanie. Bientôt, il y aura aussi le Japon, la Thaïlande et la Chine. Mais tout ça, c'est parce que un jour, je suis parti au Vietnam. Je suis passé par une agence locale, Motaiba d'ailleurs, parce qu'il faut les citer quand même, faut l'avouer. Et à partir de là, ils ont dit qu'ils aimaient mon travail. Et ils m'ont emmené justement à dire, est-ce que tu veux travailler pour nous? Je dis ouais, avec grand plaisir. J'ai pas réfléchi très très longtemps. Et c'est là qu'on a commencé à programmer justement des voyages pour des personnes qui veulent découvrir le pays. Je suis le photographe accompagnateur, mais j'ai un guide francophone. J'ai l'agence qui me suit qui est sur place. On est aussi notre chauffeur et on va à la rencontre des ethnies de leur histoire. Quand je m'amuse à leur dire, généralement les personnes qui voyagent avec moi, je leur dis tout simplement, si vous connaissez Rendez-vous en terre inconnue, c'est exactement la même chose, à part qu'on est en petit groupe de 10 à 15 personnes maximum. C'est pas filmé. Et voilà, c'est pas filmé. Quoique, si, parce que j'ai la GoPro et je leur fais un petit montage vidéo derrière. Ah, ouais, sympa, voilà. ça. Et on a eu la chance d'avoir une personne qui nous a suivis de chez Arte, qui nous a fait une petite vidéo de présentation derrière. Donc voilà. Mais c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, en fait. Oui, c'est vrai, en effet. Voyager, mais en fait, Jérôme m'a contacté sur mon site, je crois. Oui. Tu m'avais dit, j'aime bien tes photos. Moi, j'organise des voyages et tout en Asie. Est-ce que tu veux venir? Et on pourrait faire une espèce de workshop commun là-bas. Et puis, il y a eu un truc qui est arrivé de type confinement. Et du coup, bon, voilà. C'est quoi ce truc-là? Je connais pas, c'est quoi? C'est quoi une autre vidéo? J'étais même pas au courant, dis donc, c'est quoi? Ouais, bah, je te dis la raison maintenant, c'était à cause de ça. Et ouais, toi, du coup, nous, on l'a jamais fait, mais toi aussi, ça a dû te mettre un gros coup de frein. Ah oui, complètement. Ouais. J'ai même eu peur que ça s'arrête totalement, puisque j'étais parti sur une lancée où j'ai commencé avec 3 voyages dans l'année, et après, on était à 6 voyages par an. Ouais. Et c'est vrai que les personnes viennent dans mon studio pour me poser des questions. C'est quand même un truc très sympathique parce que c'est très convivial. On part tous ensemble dans le même avion, on prend l'apéritif dans l'avion. Voilà, c'est des bonnes compagnies. Et on arrive au pays, on a encadré. C'est quand même un truc super sympa. Et c'est vrai que le confinement est arrivé. Je me souviens, c'était donc bien sûr au mois de mars. Je suis parti au Vietnam avec un groupe. On est rentré. Je devais repartir 15 jours après au Vietnam. Et là, boum, on est rentré 2 jours après. Ils ont dit les voyages s'annule, les compagnies, les vols restent au sol, tout, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. Pour l'instant, on est obligé d'attendre. Donc, bien sûr, ça a été un peu le bordel. On s'est dit, bon, l'histoire de quelques mois.
Après, ça va repartir. Bah non, ça a duré un peu plus de 2 ans. Et là, ça a été extrêmement compliqué parce que, bien sûr, comme tout, il y a des voyageurs qui ont voulu annuler leur voyage, ce qui est tout à fait normal, parce que c'était beaucoup trop long. Donc, le remboursement se fait, cela, voilà, il y a plein de choses qui est rentré en compte. Mais aussi, il y a des personnes qui ont attendu très sympathiquement. Ils m'ont dit, bah écoutez, c'est comme si on avait investi dans le voyage, on attend, dès que ça repart, on pourra repartir. Et j'en suis très heureux parce que ça a quand même mis un peu plus de 2 ans, mais les personnes sont toujours là. Mais aussi, il y a une nouvelle personne qui ont attendu que ça se termine pour revenir me voir. Ça y est, les voyages reprennent, donc c'est bon, c'est parti, maintenant on veut partir. Donc je suis complet en octobre pour le Vietnam, je suis pratiquement complet pour le Laos aussi en octobre parce que je fais le Vietnam et le Laos en même temps. Et après, je reviens ici pour 15 jours pour repartir au Vietnam avec un autre groupe. Donc c'est reparti, ça fait plaisir, et les gens ne m'ont pas oublié, donc ça fait plaisir. Donc les prochains 2023. Non, prochain, là, octobre 2022. Ils sont plein. Ah, ils sont plein. Alors, ils sont plein. Vietnam, oui, pour octobre. Laos, il reste 2-3 places. Et Vietnam, il reste 2 places aussi pour le Vietnam au mois de novembre. Et tu fais un petit circuit où les gens peuvent faire des photos. Ils découvrent. Ils découvrent, ils font des photos. Encore une fois, c'est pour des personnes qui sont pas que photographes. Je préfère le dire. C'est vraiment pour tout le monde. Pour qu'ils rencontrent les ethnies, qu'ils fassent des photos, pour qu'ils en profitent. Surtout manger, parce que le thème que j'ai mis sur le côté... Et ça, on aime. Voilà, c'est ça, on aime manger. Ça nous parle. Donc, en fait, c'est sur le thème saveur d'Asie. Saveur sur le côté gustatif, parce qu'en fin de compte, on mange extrêmement bien en Asie. Donc, c'est pour ça que, automatiquement, j'ai mis ce thème-là. On va là-bas, on visite, on mange, on apprend à faire des choses à manger, on fait des très belles visites, on a un super bateau, une jungle privatisée, on va sur la baie d'Along. Donc voilà, et on sympathise avec beaucoup de monde là-bas. Donc tu dois avoir en plus des coins un peu... Du coup, Alors on a la chance d'avoir cette possibilité de, comme je dis, sortir des sentiers battus. Ce qui veut dire que on va dans les endroits où personne ne peut aller, sauf avec bien sûr l'agence avec qui on est et notre guide francophone qui connaît les moindres recoins, quoi que ce soit, où on peut traverser des champs de bambou, des petits chemins, des choses magnifiques, même rencontre des ethnies. On peut très bien arriver dans un petit village qui n'était pas du tout prévu, et il y a peut-être une famille, tout ce qu'il y a plus typique, authentique, qui nous invite à prendre le thé chez eux, parce qu'il faut savoir que quand un Français rentre dans une maison au Vietnam, ça porte bonheur aux Vietnamiens. Donc ça, on est très souvent sollicité pour pouvoir boire le thé avec eux, parce que c'est comme tout, il faut savoir qu'un salaire moyen au Vietnam, c'est entre 3 et 400 euros. Donc quand un Français arrive là-bas, ça peut leur porter bonheur, parce que ils sont très, on va dire, là-dessus, ils sont très... comment expliquer le mot, ils font vraiment attention. Il y a superstitieux, merci. Dans la tradition, ok. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, que ça soit la lune, que ça soit une fleur, un truc comme ça veut tout veut dire quelque chose en fait. Donc c'est très important. Donc on est là, ils nous invitent, c'est très agréable, très sympathique, et surtout que ça fait des très belles photos, parce que derrière on fait des photos, très belles rencontres également, des très belles vidéos. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Et j'ai hâte d'ailleurs de repartir. T'es plus bibimbap ou Ah, t'es parti sur la culinaire là, je vais. Ah ouais, j'aime bien manger aussi, je suis d'accord. Trop bien. Revenons un petit peu en France, le parcours. J'ai tellement de questions qui me viennent en tête d'un coup là. Dis-moi, vas-y. Qu'est-ce que J'adore les questions, alors tu peux y aller. Ouais, mais je sais que t'es bavard. Ça va être très long cette affaire. Non, je voulais savoir. On a un peu parlé du parcours, mais je sais pas, l'évolution de la photo. Tu m'avais dit que t'avais connu 3 crises de la photo. Oui. En fait, t'as vraiment vu une évolution sur ces 15 dernières années. Tu t'es adapté. Alors, faut savoir que j'ai fait beaucoup de coaching. J'en ai déjà parlé là-dessus. Donc voilà, beaucoup de développement personnel, exactement. J'ai eu 2 coachs en fait dans ma vie qui m'ont quand même bien aidé. J'ai même réussi derrière à tellement apprécier ce développement personnel que j'ai été formé pour donner aussi du coaching à certaines personnes. J'ai créé également, parce que j'ai créé pas mal de choses dans ma vie, du coaching sur l'estime de soi dans des riads à Marrakech. Donc il y a des personnes qui venaient avec moi pour la photographie, et c'était super sympa. Encore un voyage. Oui, en fait, tu vois, on fait de la photo, on fait du coaching. C'est qu'un prétexte. En fait, sans le savoir, ça se dirigeait vers le voyage en fait. Et à partir de là, j'ai dit le coaching c'est bien, mais c'est vrai que c'est quand même très prenant, parce que t'as beaucoup de personnes qui viennent te voir parce qu'ils veulent régler certaines choses. Alors j'aime pas parler de problèmes, c'est parce que c'est pas ça, mais il y a des personnes qui veulent évoluer, qui veulent trouver des choses pour aller mieux et autres.
Et en fait, c'est vrai que c'est assez lourd des fois à apprendre. C'était très agréable à faire par contre, mais c'est vrai que c'était un temps deux. Et je me suis dit, je fais de la photo, je commence à voyager, mais c'est encore autre chose. Et c'est vrai que j'ai toujours apprécié les voyages et toujours été fan par tout ce qui touche un petit peu au rendez-vous inconnu ou à Ushuaïa à l'époque. Et c'est pour ça qu'après j'ai créé justement ces voyages en Asie. Mais au niveau de la photographie, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la crise, c'est vrai qu'il y a eu la crise donc de 2000, alors que je ne dis pas de bêtises, 2012, non 2013, je sais plus, qu'il y avait une crise, oui c'est 2012 je crois. Ah, j'étais pas pro à l'époque, donc je peux pas te dire. Donc ouais, il y a eu oui c'est 2012, c'est ça. En fait, où il y a eu justement une grosse descente là-dessus au niveau contrat et autres, parce que voilà, c'était la crise, je ne sais plus c'était laquelle, parce qu'en fait, depuis 23 ans que je fais de la photo, il y en a eu des crises. Il faut savoir que là où on progresse le mieux, c'est quand il y a des crises. Ça, faut le savoir. Les gens disent ah bon, c'est bizarre. Donc quand il y a des crises, en fait, tu souffres. Oui. Bah, c'est des occasions d'opportunités en fait. Exactement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées avec la crise, parce que là où les gens tombent ou baissent les bras, c'est là qu'il y a des personnes qui prennent ces opportunités pour pouvoir réussir. Et en fait, moi, j'ai toujours vu quelque chose de difficile, en effet, mais c'est là que justement on trouve des solutions, parce que quand on est dans la merde, faut l'avouer. Soit qu'on laisse les mains dans les poches, on dit on attend. Soit qu'éventuellement on trouve des solutions. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est pas facile pour certains, je l'accorde, mais c'est vrai que moi, j'ai un tempérament à avoir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà, j'en suis là. Et ce qui veut dire, ça m'a permis justement de dire, bon, là, il y a une crise, c'est difficile, le studio marche moins bien, c'est vrai, mais il faut trouver une autre solution. Bah, qu'est-ce qu'on fait? La crise a été aussi au moment où le numérique est arrivé. Et oui, j'ai fait partie des personnes qui travaillaient sur l'argentique avant, donc voilà. Mais le numérique, bah oui. Moi, ce qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est que c'est récent en fait. C'est assez récent. Bah, et ça plus vieux le numérique, en fait, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, non, pas tant que ça. Et aussi quand il y a eu l'euro aussi a pas mal chamboulé les choses, mais bon, là, on revient encore plus loin. Mais c'est vrai que le numérique. Si tu savais, bon, jeune garçon. Non, le numérique a un petit peu foutu le bordel aussi. Instagram aussi. Ouais. Mais c'est vrai que tout a changé en fait, parce que faut savoir pour toutes les personnes qui avaient un studio photo, un magasin proprement dit, parce qu'avant un photographe c'était un magasin, on vendait des cadres, des albums, des appareils photo, le vrai photographe de quartier on va dire. Donc voilà, moi j'ai connu cette époque-là. Ce qui s'est passé, c'est que le numérique étant arrivé, les gens ne tiraient plus les photos, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ils vendaient plus de cadres, ils vendaient plus d'albums, il n'y avait plus de développement photo pellicule, parce qu'avant, faut savoir qu'on travaillait avec le laboratoire Kodak ou Fuji. Et on, sans mentir, par jour, on remplissait des sacs pas loin de 50 à 60 pellicules par jour, qui étaient développées dans la nuit et ramenées au studio le lendemain matin par Kodak, par un livreur. On était comme ça à l'époque. Et c'est vrai que c'était bien, c'était vraiment très très bien. Et le numérique est arrivé, tout a stoppé. Plus de développement, on n'avait plus de pellicules, plus de développement, plus de cadres, plus d'albums. Et là, les gens avaient du numérique. Alors, c'est des numériques qui étaient de basse qualité, mais les gens, ça leur suffisait largement. Donc, ils faisaient des photos, mais ils gardaient tout dans le téléphone, enfin, pas de téléphone, l'appareil photo. Ils tiraient rien, ils mettaient tout dans l'ordinateur, et puis c'est tout. Donc, grosse chute. Donc, il y avait la solution, soit qu'on coule, soit qu'on change de boulot, soit qu'on reste dans la photo, mais on trouve une solution. Donc, moi, voyons le verre moitié plein, qu'est-ce que j'ai décidé? C'est plutôt d'accentuer sur le portrait, d'accentuer dans le reportage industriel. Et d'ailleurs, j'avais accentué sur la photo animalière aussi, qui me plaisait bien à l'époque. Et j'ai travaillé aussi pour le magazine Pays de Normandie à l'époque, donc qui est de chez nous, bien sûr, où je devais photographier les animaux. Donc c'était un moment aussi très sympa. Donc voilà, ce qui a permis justement de récupérer ce manque à gagner, qui était les cadres, les albums et développement, mais qui était bien sûr plus à ma place, parce qu'à l'origine, un photographe, parce que c'est ce qu'on est, on est photographe, on est là pour faire de la photo, et pas pour vendre de l'album ou du cadre ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que moi je me retrouvais beaucoup plus facilement là-dessus, j'étais très heureux, et j'ai beaucoup de personnes, plein de confrères et autres, qui ont coulé, qui ont fermé boutique, et voilà. Donc il y a eu cette crise-là. Mais je l'ai passée. Je veux dire, un peu difficilement comme tout, mais j'ai réussi quand même, et heureusement, parce que je suis encore là. L'autre crise, ça a été... alors je sais plus, il y en a eu tellement, je te dis... qu'est-ce que je peux te dire sur la crise Si, l'autre entreprise. Enfin, tout le monde connaît l'autre entreprise. Ouais. Oui, c'est qu'il y a eu un boom... Bah oui. Alors, je n'ai rien contre les personnes qui ont un double métier. Attention, parce que même moi, à une époque, j'en ai eu 3, donc voilà. Mais imaginez la personne, voilà. Il est maçon. Alors, je n'ai rien contre là-dessus. Mon père était maçon, hein, voilà. Mais simplement que, voilà, il se dit, j'adore faire la photo. Pourquoi pas, je ferais de la photo de mariage de week-end.
sauf que ils ont aucune connaissance de la photo réellement parce qu'ils se mettent en automatique ou des choses comme ça, ou peut-être d'autres le font un peu plus professionnellement. Mais par contre, ils vont prendre un mariage peut-être 200 à 300 euros parce qu'eux travaillent la semaine. Donc ils nous prenaient notre boulot où nous on faisait des prix qui étaient plus proches de 1005 à 1006 parce que c'était bien sûr normal. Hein, voilà. C'est exactement. On en parlait il y a pas longtemps. Exactement. Ouais, non mais ça a été un moment compliqué. Et quand j'avais des contrats qui devaient arriver, le personne disait mais attendez, on a trouvé un photographe pour 300 euros, et vous êtes à 1006. Je dis oui, mais c'est pas du tout la même chose. C'est un auto-entrepreneur. Oui, c'est un auto-entrepreneur. Bah oui, mais vous avez vu ce qu'il faisait? Oui, mais bon, il est pas cher. Ah oui, mais vous prenez pas un photographe pour le prix. Vous prenez aussi un photographe par sa qualité d'image. Très important. Et ça, là, les gens ont du mal à comprendre. Il a fallu quand même 3 à 4 ans pour que les gens prennent conscience que les auto-entrepreneurs, tout type, on va dire, il y avait des bons et des mauvais. Je connais des personnes qui sont auto-entrepreneurs également, qui sont très bons, très professionnels. Et donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Là-dessus, même on travaille même ensemble des fois. Ils ont des bons prix, des prix, on va dire, professionnels. Ils travaillent très très bien. Il y en a d'autres, malheureusement, qui font ça pour gagner un peu d'argent sans vraiment penser au côté artistique de la photographie. C'est quand même très intéressant. Tu parles d'auto-entrepreneur. Moi, je dirais plutôt que c'est l'uberisation, en fait, globale de la société qui a amené... on en parlait, il y a pas longtemps. C'est que je pense que j'en veux pas tant à ces gens-là qui, justement, ont un métier la semaine et qui, après, se disent le week-end... J'adore la photo et si je peux récupérer 50, 100, 300 balles, ça me rembourse un peu mon appareil et mon matos. Enfin, tout le monde a envie d'acheter des trucs ou de se faire plaisir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est qu'il y a des plateformes qui se sont créées. Est-ce que je les cite? Non, bon, bref. Mais qui proposent des. Non, mais en plus, je suis allé dessus. Parce que pareil, moi, quand je me suis lancé en pro, comme beaucoup, je me suis dit tiens, comment on trouve des clients? Et tu vois ces plateformes-là, et tu fais, moi je suis pas un client, mais je suis un photographe, et ils sont très contents de faire, oui, venez chez nous. Et tu vois, il y a pas longtemps, parce que je suis toujours abonné à ces trucs-là pour voir un peu les tarifs et l'évolution du truc. Et on m'a proposé une semaine, c'était un shooting, je crois, de famille, 110 euros, 30 photos retouchées. Ouais. Donc quand t'entends ça, tu te dis que c'est pas vraiment de la retouche, c'est vraiment Lightroom, preset et basta. Le déplacement n'est pas défrayé, donc si c'est un peu loin, c'est pour ta pomme, et c'est 110 euros brut. Oui, bien sûr. Après, toi, tu es obligé de déclarer ce que le site te paye s'il te demande une facture, et tic. Donc c'est compliqué, et tu te dis, mais tu peux pas vivre avec ça, faut faire ça 3 fois par jour, tout le mois, sinon c'est pas viable. Ça marche pour la personne qui veut se lancer dans la photographie, parce que enfin, il gagne de l'argent en faisant de la photo. Ouais, alors moi je l'ai fait au début en me disant tiens, je vais récupérer les clients mais en fait, je suis pas sûr que tu arrives à les convertir. Souvent, ils viennent une fois et merci, au revoir. Mais après, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux personnes qui ont un autre travail la semaine pour devenir photographe, j'ai été comme ça aussi au tout début, donc il y a 23 ans. Ah. Et oui, c'est logique, c'était pas l'auto-entreprise, mais j'avais quand même un autre emploi la semaine parce qu'on peut pas, comme on dit, mettre les yeux dans le même panier. Faut savoir que on joue la sécurité, ce qui veut dire qu'on continue à avoir notre travail au début de la semaine, on fait un peu de boulot, on doit en piquer un peu aux autres, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, dans la logique des choses, il faut quelque part, une fois que c'est lancé, se dire maintenant que c'est lancé, je fais que de la photo. Des personnes qui continuent pendant plusieurs années à faire double emploi et malheureusement ne pas augmenter leur prix. Et ça, moi je le conseille, augmentez vos prix. Si vous êtes bon vraiment dans ce que vous faites, augmentez vos prix. Vous allez voir, vous allez avoir plus de plaisir à faire de la photo et vous allez pouvoir arrêter votre premier métier qui était peut-être pas plus valorisant pour vous, ou que vous aimiez pas, et vous ferez vraiment quelque chose qui vous plaît réellement, qui est la photographie, si vraiment c'est ça. Voilà. Donc juste dire que j'ai pas du tout dénigré quoi que ce soit tout autre boulot, parce que je l'ai fait aussi. Donc. Ouais, c'est super intéressant, et encore une fois, c'est un sujet qu'on a évoqué il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que j'ai déjà eu la discussion avec d'autres photographes, comme quoi des fois c'était... Tu peux être concurrent et comme beaucoup de métiers où tiens, toi tu fais ça, moi je fais ça, t'as gagné un peu plus cette année, puis l'année d'après c'est toi. Bon, là-dessus il y a aucun souci. Après des fois il y a des concurrents qui font un peu du déloyal. Mais une fois on m'a dit il n'y a pas de concurrence en photo, on est une grande famille. Ça c'est fou. Voilà, je suis d'accord. Ça c'est faux. Je suis tombé sur des gens qui m'ont fait les coups un peu bizarres. Ouais. Et en fait, c'est ce que je te disais il y a pas si longtemps, c'est que moi je vois ça un peu comme un gros gâteau. Et on prend tous une part parce que voilà, on fait notre truc. Mais en fait, justement, ces gens-là qui font de la photo le dimanche à 50, 100 balles par-ci par-là,
ils prennent une part aussi et du coup fatalement il y a moins de gâteaux pour tout le monde. Ce qui est normal. Après, je pars du principe que quand ton travail est très bon, même si c'est plus cher que les autres, ce qui est le cas, puisqu'en fin de compte les autres font ça pour pas cher, si vraiment tu es connu par ton travail, il y a des grandes chances que les personnes viennent te voir. Après, les personnes qui aiment mettre 50 balles dans un petit shoot, ils n'ont pas les moyens de mettre 150 ou 200 euros sur un truc qui vaut même. Tu vois ce que je veux dire? S'ils ont des petits moyens. Ce qui veut dire qu'il y a des petits moyens veut dire qu'ils vont pas mettre plus parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et surtout, ce sont souvent des clients qui malheureusement sont assez exigeants. Oui. En l'occurrence, des personnes qui veulent bien mettre 300 euros sur une presta parce que ils savent que ton travail vaut ce prix parce que c'est un travail de qualité. Donc en l'occurrence, ils s'en moquent de mettre 300 euros. Ils voient une personne qui a 50 euros, ils vont même dire c'est bizarre 50 euros. Moi, je connais le travail de un tel, le travail de Monsieur Bounty, c'est clair. Ça t'est arrivé, ça? Tu m'avais dit, quelqu'un a pris un autre photographe parce qu'il te trouvait pas assez cher. Oui, exact. Alors, c'était... Pas assez cher, mon fils. Pour ceux qui connaissent la pub. Ah, on est vieux. Alors, oui, c'est vrai, en effet, c'était dans mon début, d'ailleurs, mon premier studio, parce que, du coup, j'en ai eu 2. En fin de compte, voilà, j'avais eu des mariés qui étaient venus me voir, très intéressés par mon travail, et ils me disent, me demandent les tarifs. Donc je donne les tarifs, tout ça. Ils repartent, enchantés. Et n'ayant pas de nouvelles, je me suis permis de les rappeler. Et la femme me dit, écoutez, non, on a pris notre photographe. Ah, je dis, bon, d'accord, est-ce que je peux savoir pourquoi? Toujours besoin de m'améliorer, normal. Ils me disent, en fait, on a trouvé un photographe plus cher. Alors là, je suis tombé un peu dénu de ça, je dis, mais je comprends pas pourquoi. En fait, mon mari a trouvé que c'était pas assez cher, ça lui a paru bizarre, qu'il y avait peut-être anguille sous roche et tout. J'ai dit non, je vous assure. Ah non, mais maintenant trop tard, on a pris déjà un autre photographe. Donc encore une fois, c'était il y avait 20 ans. Donc et c'est vrai, j'ai dit là, les gens jugent aussi par rapport au prix. Tu te dis plus jamais. Plus jamais. Alors du coup, j'ai augmenté mes tarifs. Rajoute un 0. Même 2. Non. Et là, c'est vrai que quand tu mets un prix, et je l'ai eu encore il y a pas longtemps, les personnes m'ont dit qu'on vient dans vos studios, on sait très bien que vous êtes assez cher, mais on sait pourquoi. Au moins, on repart quelque chose de qualité parce que ça a un prix, c'est quelque chose comme ça, voilà. Et même des clients qui sont fiers d'avoir payé cher, puisque en fin de compte, on fait partie des photographes qui sont chers parce qu'on est pro. Tu vois, c'est le truc. Ah non, mais on est allé ici au studio Lamy, ou alors il y a d'autres photographes sur Caen que je connais qui sont très chers. On est allé là-bas parce que ça fait bien. Tu vois, c'est comme si tu vas manger dans un resto gastro et un routier. Tu vois. Si c'est 20 euros, c'est bizarre. Voilà, c'est pour ça. On sait pourquoi on mange. Ouais, mais c'est pas facile quand tu te lances. Je pense que beaucoup de photographes se lancent, ont un certain prix, et à un moment donné, ils y pensent, ils se disent ah là, faudrait que j'augmente, mais c'est pas facile de passer ce cap-là. Ouais. Surtout que t'as plein de clients qui sont déjà là, qui font oula, qu'est-ce qu'il fait d'un coup, hop. Alors là, j'aurais envie de te dire que tu penses comme un client, c'est ça? On a déjà parlé, hein. Bien sûr. On a déjà parlé, et ça, je l'ai appris. Ne jamais penser comme un client. Ah non, pas bon. Mais il faut se mettre à sa place. Alors il faut se mettre à sa C'est un place. exercice. C'est un exercice qui est un peu compliqué au début, c'est vrai. En fait, quand on dit si je mets ces prix-là, c'est sûr ça partira pas parce que c'est cher. Là automatiquement on pense comme un client. Mais il faut quand même penser au client aussi dans le sens en disant si je fais un travail de qualité, il y a un prix parce que je donne quelque chose de qualité. Si vous faites une prestation assez chère, faut que votre travail vaut le prix que vous mettiez. Si vous dites c'est pas grave, je donne les fichiers bruts parce que je m'en fous, j'ai gagné 1500 balles. Ça, c'est zéro. Ça limite, vous remballez votre matos et vous arrêtez de faire de la photo parce que vous êtes même plus dedans. En l'occurrence, ce qui est bien, c'est d'avoir la qualité par rapport au prix. On te demande de faire un truc à 50 balles, tu fais ta presta, mais si on te demande de modifier sans arrêt les photos, de faire plus de choses par rapport aux 50 balles, bah tu dis non, c'est mort parce que vous avez payé un prix, je peux pas me permettre de me plier en 4. Voilà, vous avez payé le prix normal que je fais d'habitude à 300 euros, pourquoi pas. Tu vois, il y a des choses. Il y a McDo et puis tu vas manger dans un truc gastro, ça n'a strictement rien à voir. Tu payes le prix. Bah, tu vois, je suis content que t'en parles parce que effectivement on en avait parlé et là en faisant cette interview, je me suis dit il faudrait qu'on reprenne un peu tous les sujets autour desquels on parle depuis des mois. Ouais. Donc là, il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, en condensé parce qu'on a fait des appels très 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 longs. Mais du coup, je suis content, on fait une espèce de tour assez global, assez cool. J'ai envie de te poser la question nulle. Qu'on pose souvent dans tout type d'interview. Attention, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo professionnelle en 2022?
Qui Est-ce qu'il y a un avenir en 2022? C'est vraiment des questions qu'on me pose aussi, en effet. Ou alors, faire de la photo maintenant, c'est compliqué, il y a plus de boulot. Hein. On m'a dit ça il y a pas longtemps, ça. Hein. J'ai voulu être photographe, là, mais du coup, j'ai laissé tomber parce qu'il y a plus trop de boulot dans la photo. Il me dit ça à moi, il rentre dans mon magasin pour me dire ça. J'ai dit si, parce que moi, je suis encore là. Ah bon, il y a encore du boulot? Oui, mais avec la crise et tout, oui, mais non, ça n'a strictement rien à voir. Les gens ont envie de se faire plaisir, ils se font plaisir, donc ils vont acheter, c'est pas un problème. Hein. Et on voit très bien avec le week-end de Pâques qu'on a eu, même avec l'augmentation du pétrole, tout ça, il y a quand même pas mal de voitures sur la route. Hein, donc les gens savent se faire plaisir. Donc ce qui veut dire que les gens veulent faire une belle photo, ils payent un prix, il y a aucun souci, il y a toujours du boulot. Il y a du boulot pour tout le monde. Quand les gens cherchent quelque chose, une idée, faut le faire. Faire une idée de projet photo, faut le faire aussi. Si on veut s'installer, faut le faire également. Si on a des idées, j'ai envie de m'installer, j'ai mon style, j'ai mon truc, faut le faire, il n'y a pas de souci. Alors, une chose qui est quand même importante, il faut savoir qu'il y a photographes et photographes. Il y a des photographes qui font de la photo mais qui savent pas se vendre. Il y a des photographes qui font de la photo mais qui savent se vendre. J'en connais quelques-uns, j'en fais partie aussi. Je n'ai aucune honte à le dire. Mais c'est vrai que quand on J'adore l'argent. J'en mange tous les jours. C'est ça. Non, je dirais que l'argent, on va pas dire que c'est accessoire, c'est faux parce que l'argent est important aujourd'hui. Mais j'adore mon métier. Quand je fais de la photo, quand je vois un client qui repart. C'est aussi ça la clé, c'est que si t'es passionné, ça se sent, et puis du coup, voilà. Exactement, voilà. Il y a des personnes qui vont faire ça pour l'argent, automatiquement, et ça va pas se matcher. Parce que ça va se sentir dans les photos. Quand on est un passionné, voilà. Quand j'ai un client qui repart avec la photo, qui est heureux comme tout, qui me fait un super avis, et d'ailleurs, vous verrez si vous allez me suivre si tu peux voir sur les avis et tout ça, j'ai très bons avis. J'aime ça, j'aime que les gens repartent contents, heureux. Si j'ai un client qui est pas content, et c'est déjà arrivé, bien sûr, en 23 ans, mais limite, ça m'empêche de dormir la nuit parce que je focalise là-dessus, parce que je me demande pourquoi elle a pas aimé. Après, tout simplement, c'est parce que c'est son caractère à la dame, qui est comme ça, voilà. Pourquoi vous avez pas aimé? Vous étiez pas assez cher. Dites-le. Mais non, le truc, c'est que voilà, quand on est passionné, il y a aucun problème avec ça, c'est que on fait du très bon boulot, et donc quand on a envie de s'installer en tant que photographe, il y a du boulot aussi pour eux. Faut juste savoir une chose, c'est que si t'es sympa, même si tu es cher, mais tu fais du bon boulot, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner. Même les personnes qui sont pas cool du tout, mais qui font du bon boulot et qui sont chers, ça fonctionne. Ça marche un peu moins bien, mais ça fonctionne quand même. Même s'ils sont cons. Donc c'est ça qui est quand même incroyable. Donc là, par contre, si t'as les trois en même temps, t'es super sympa, tu fais du travail de qualité et que tes clients sont contents, c'est jackpot. Donc il s'installe et il verra. Après, il y a l'apport, sorti de sa zone de confort. Là, on est sur le développement personnel. Tu sors de ta zone de confort, c'est compliqué, parce que tu penses un peu comme un client, tu dis, moi, personnellement, est-ce que j'achèterais une photo à 300 €? Ah, c'est compliqué, non. Bah oui, toi, mais en l'occurrence, là, tu vends ton travail. Fais ton travail, fais-le bien, aime ce que tu fais, et quoi qu'il arrive, ça va se vendre. C'est tout à fait logique. C'est comme tout. T'as envie d'acheter un meuble, t'as envie d'acheter une table, t'as envie de faire n'importe quoi. Tu veux acheter un truc de qualité, tu vas mettre le prix, c'est pas un problème, puisque derrière, t'as envie de le faire. Tu te fais plaisir, tu fais pas attention au prix parce que tu veux te faire plaisir. Donc la photo, c'est pareil. Tu t'installes, les gens vont aimer ton travail, ils achètent. C'est logique. Donc voilà. Foncez. Foncez, oui, bien sûr, ouais, les gens foncent, il faut. J'aime ton discours. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup l'inverse. Oulala, c'est mort. C'est clair, ouais. 2022, c'est fini, arrêtez. Alors, je vais te dire un truc qui est rigolo parce que j'ai eu une personne il y a pas longtemps qui me dit mais ça va la photo, c'est pas trop dur? J'ai dit non, moi ça fait 23 ans. Ah bon? Et là on voit bien ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. J'ai dit, dans votre boîte à lettres, vous recevez de la publicité là. Vous savez le truc chiant qu'on a, on ouvre la boîte à lettres, on a 50 publicités différentes là. Bah oui, dedans il y a des photos, Super U, machin et tout, si on va pas les citer tous, mais donc, voilà, il y a des photos dedans. Et ce sont des photographes qui les font. Donc il y a du boulot dans la photographie, tu vois. J'ai travaillé il y a longtemps pour Super U, c'est pour ça que je dis ça. Donc on les embrasse. Voilà, on les embrasse. Un boulot pas. Moi j'aime bien les choses vivantes, les beefsteaks à prendre en photo, c'est pas terrible pour moi, mais voilà. Et en fait il y a du boulot dans toute chose, tout ce qu'on voit dans la publicité, sur les réseaux sociaux, sur tout. Quand tu veux acheter un fauteuil, un truc comme ça, il y a une base photo à l'origine dans les catalogues et autres, donc il y a toujours du boulot. Si ta passion n'est pas la photo de portrait, tu fais des photos culinaires. Il y a des photographes comme ça. Si tu aimes faire des photos de gamins, tu fais des photos de gamins. Si tu photos de mariage, tu fais que du mariage. Je connais des photographes qui font que du mariage. Va pas faire plein de trucs si tu sais pas le faire. Faut rester dans les trucs qu'on connaît, c'est normal. Donc ouais, s'il y a de la photo pour tout le monde, et même s'il y a la crise ou quoi que ce soit, il y a toujours quelque chose à faire.
Parce qu'il y a toujours besoin de photographes, il y a toujours besoin il y a des photographes pour l'immobilier, donc quoique maintenant ils prennent leurs photographes dans l'agence, parce que maintenant ils ont tout ce qu'il faut pour le faire, mais à une époque il y avait du boulot partout pour ça, et il y en a toujours maintenant. Hein. Donc c'est comme les personnes qui disent qu'il n'y a pas de travail, ils restent pendant... Alors là, on est sur autre chose, hein, attention. Hein. Mais On part sur la minute politique. Ouais, c'est ça, attention, politique. Lendemain d'élection. Ah oui, c'est vrai. Là, je fais partie des personnes qu'il faut travailler. Il faut pas rester dans le fauteuil parce que de toute façon, on gagne pas en énergie. Donc on va parler d'énergie. Si on en parlait tout à l'heure. Si tu restes tout le temps dans ton fauteuil, rien ne viendra à toi. Si tu te donnes la peine de bouger un peu, tout vient à toi. C'est tout à fait normal. Donc ce qui veut dire que quand on dit qu'il n'y a pas de boulot, qu'on reste des années au chômage ou quoi que ce soit, j'ai un peu de mal à croire qu'il n'y a rien du tout, sauf si on est extrêmement exigeant, qu'on veut qu'une seule chose avec un salaire monumental qui est impossible à avoir. Donc en l'occurrence, tu prends n'importe quoi, tu auras toujours du boulot. Si tu veux vraiment t'en sortir. Une fois que tu as trouvé ton boulot et que tu gagnes un peu d'argent, là tu peux dire j'arrête ça pour faire vraiment ce que j'aime. Mais au début, tu peux pas commencer directement sur un truc que t'aimes si derrière t'as aucun financement pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un phénomène de société aussi où j'ai l'impression que les jeunes générations veulent tout de suite. Enfin, oui. Pas tout, mais le meilleur tout de suite. C'est ça, c'est avec tout ce qui se passe, ouais, c'est ça, Internet et autres, on a tout de suite, que ça soit même pour les emails, hein, des fois, mais les SMS, si tu réponds pas à la seconde, les gens sont en train de gueuler derrière. Avant, on faut oublier qu'on écrivait, on envoyait une lettre, on envoyait une lettre, t'attendais 3-4 jours avant de l'avoir, et tu répondais, fallait attendre 3-4 jours. Maintenant, si tu réponds pas aussitôt, ils sont presque en train de gueuler, donc, la vie a changé, faut faire avec, hein, c'est comme ça, donc faut vivre à 100 à l'heure, c'est normal, faut faire avec, mais à un moment, il faut quand même comprendre que, faut faire aussi avec passion. Et si des fois on a du retard, nous les photographes, parce qu'on est débordé également, faut l'accepter aussi parce qu'on est débordé. Hein, des fois, je suis 3-4 jours sans pouvoir répondre à un client parce que je suis en déplacement, mais il a déjà trouvé un autre photographe. C'est arrivé récemment. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va très très vite. Avant, ça se faisait pas comme ça. Tu vois. Anecdote, il y a très récemment, il y a une modèle avec qui j'ai fait des photos qui m'a complètement embrouillé parce que je lui ai pas rendu les photos à temps. C'était une collab, hein. Bon voilà. Et dans le même laps de temps, j'ai contacté une styliste que j'avais rencontrée pour un projet qui ne me répondait jamais à mes trucs. La styliste, je la relançais gentiment, elle a fini par me répondre et à me dire j'étais débordé parce que je crée ma nouvelle collection pour le festival de Cannes, ceci, cela, machin, donc on va se voir début mai, t'inquiète pas, on a calé une date, on va faire un truc. Voilà, alors que en parallèle, il y avait une modèle, j'ai pas répondu à temps sur ses photos, c'est bon. C'est-à-dire que là, elle m'a ghosté, elle veut plus entendre parler de moi. Donc je vous laisse deviner avec laquelle des deux personnes je vais continuer à travailler. Mais parce que j'ai compris en fait, quand elle me répondait pas la styliste, j'ai fait elle doit être occupée. Et alors oui, c'est chiant parce qu'on court un peu après les gens, mais voilà, faut pas être idiot entre guillemets. Oui, c'est ça. Les gens veulent tout de suite, donc c'est vrai que en l'occurrence, on doit savoir patienter aussi parce que dans la patience, derrière, on réfléchit un petit peu aussi à ce qu'on va dire et faire, et derrière, avoir tout de suite, c'est pas que du bon. Donc il faut prendre conscience de ça, en effet. Ouais. Mais alors du coup, la question qui vient après, c'est comment tu vois l'évolution de la photo? Voilà, on verra bien. On verra bien. Moi, je suis encore une personne qui se laisse un peu porter par le vent. J'aime bien dire ça, parce qu'en plus c'est joli. Voilà, mais c'est vrai. En fait, l'avenir de la photographie, mon évolution personnelle, je pense qu'elle va être très bonne pour aussi les autres photographes, parce que l'évolution de la photographie, il y a tellement de choses encore à faire, comme j'ai expliqué. Mais il y a des belles choses à faire. Après, on peut bien sûr changer selon comment on voit les choses et comment on ressent les choses. Parce que je marche beaucoup avec le ressenti. Là, pour l'instant, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ouvre un deuxième studio sur Nancy. Si je vois que malheureusement ça s'aiguille pas comme j'ai envie, ça me dérangerait pas de l'arrêter pour pouvoir pleinement me consacrer à celui où je suis actuellement, qui est à Argence. Et pourquoi pas non plus travailler à distance à Nancy. Mais en l'occurrence, mon projet que j'ai sur Nancy va me permettre justement de toucher une nouvelle clientèle, parce que Nancy et Normandie, c'est vraiment deux choses différentes, donc une clientèle différente. Challenge, du coup, ça te stimule. J'adore les défis, donc ça c'est pas un problème. Et donc voilà, logiquement, c'est bien parti. Et si toutefois je vois que ça part pas dans le sens que je souhaite, j'essaie de trouver une nouvelle idée. Donc il y a toujours des idées. Alors faut savoir que je reste jamais les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. C'est pour ça que j'ai toujours une longueur d'avance. C'est très important. Et pour ça, il y a des... Alors ça, si on parle de développement personnel, il y a des choses très simples. C'est pas facile pour certains, je le sais. Entre autres, toi, parce que tu travailles aussi très tôt le matin. Mais en l'occurrence, bien dormir est la clé. Ça, c'est des trucs très importants.
C'est fou, parce que c'est pas un truc qu'on entend si souvent, en fait. Et ben si, dans le développement personnel, c'est hyper important. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, le sommeil, c'est de la connerie, ce qu'on entend dire ou quoi que ce soit. Des personnes qui ont besoin de 6 heures, des personnes qui ont besoin de 8 heures. T'as pas tort, parce que je remarque que quand je dors pas assez, je suis ronchon. Oui, bah voilà, c'est ça, ouais. Je prends des trucs mal, je suis pas bien. C'est ça, et les idées. Alors, prendre une décision quand on est fatigué, c'est le meilleur moyen de se planter. Déjà, alors moi, quand je suis fatigué, parce que même si je me couche tôt, des fois, je suis fatigué. On verra demain. Et je dis, tiens, il y a un truc, une décision à prendre, je vais attendre. J'ai une personne à appeler pour un truc un peu délicat, je vais attendre. Quand on peut, bien sûr. Donc en faisant ça, c'est vrai que je préfère attendre, et là les idées sont meilleures. Tu vois, aujourd'hui tu es là, j'ai bien dormi la veille, je suis là, tu vois, nickel. Du coup, l'interview est cool. Je suis cool. Sinon, ça aurait été bizarre. Dit, qu'est-ce que tu me fais chier avec tes questions? Reviens un autre jour. Mais là, je suis là. Mais non, c'est très important. Le sommeil est important, l'alimentation, on le sait tous, hein, c'est important aussi. L'hygiène de vie, en fait. Une hygiène de vie, ouais. De toute façon, tous les plus grands leaders de ce monde sont véganes. Non, pas forcément. Il y en a. Et voilà, ce qu'on voit à la télévision où, je vais à un congrès, un machin et tout, je me tape un burger, un machin, frites, allez, avec mayonnaise à donf, machin et tout, et de la bière à gogo, c'est entièrement faux. Ça, c'est la télé. Faut savoir qu'ils se font plaisir, certes, des fois, mais très souvent, quand ils sont dans les avions ou quoi que ce soit, ou même dans dîners, qu'est-ce qu'ils mangent? En fait, c'est plutôt poisson, salade, c'est des choses alimentaires qui te donnent de l'énergie. Très important. Beaucoup d'eau. Pas trop d'alcool, très important aussi. On peut se faire plaisir en alcool, mais il faut quand même privilégier l'eau, parce que quand même notre corps est constitué d'eau. En faisant ça, tu dors bien, tu manges bien, tu bois beaucoup d'eau, et il faut faire un peu de sport. Ça, c'est important aussi. Minimum 3 heures si possible dans la semaine. Et là, j'entends les gens, j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Au lieu de regarder la télé, vous faites du sport, vous allez voir, vous trouvez le temps. Je suis une personne assez exigeante là-dessus. Et en fait, compte, on a sans arrêt des idées, sans arrêt des projets. Je me lève le matin, j'ai des idées, j'ai des projets. Je sais comment ma journée va se faire. Je travaille à 150 mètres de mon magasin. J'habite à 150 mètres du magasin. Et en fin de compte, je me lève à 6h30. J'ouvre le studio à 9h. Donc pourtant, je suis quand même à côté. Qu'est-ce que je fais? Le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je fais du sport. Je check mes emails, je regarde ma journée, ma semaine, je suis opérationnel. Je vois déjà les emails qui me prennent du temps le matin, comme ça j'arrive au studio, je suis opérationnel. Pourquoi? Parce que je me suis couché pas trop tard, j'ai une alimentation qui est top, et je fais du sport, j'ai un esprit qui est fluide. Et ça, c'est très important. Ça, on est sur une base de développement personnel, mais ça te permet de réussir dans la vie parce que tu as une vision qui est quand même beaucoup plus claire que si tu es fatigué et tu as mangé des burgers frites mayonnaise à sans arrêt, quoi. Voilà. Je pense pas qu'on parlerait de ça, mais... Ouais. On a dérivé là-dessus, mais c'est un truc hyper important, en fait. Mais dans ce que tu dis sur le côté faut se lancer, faut le faire et tu testes à Nancy, tu verras bien ce que ça donne. En fait, t'es un vrai entrepreneur, c'est-à-dire que tu essayes, ça marche pas, c'est pas grave, ça marche tant mieux. Mm-hmm. Donc l'échec est finalement important dans la réussite. Oui, exactement, ce qui est pas du tout dans la tête. La mentalité française. Ah ouais, ça c'est un gros problème. En fait, on en parlait encore tout à l'heure, mais c'est vrai que l'échec en France, les gens vont dire tu t'es planté, pas de bol, c'est comme ça, même limite ils vont peut-être rire de toi. Donc, c'est limite rassurant, c'est un peu j'allais dire c'est limite la norme, et en fait pour les gens c'est rassurant. Oui. Oui. Moi j'ai pas essayé, donc c'est cool il essaie que ça foire. Ça. Comme ça ils dorment mieux la nuit en fait ces gens-là, parce qu'ils disent tu vois moi je l'ai pas fait parce que heureusement t'as vu lui s'est planté. Mais c'est pas du tout ça. Encore une fois c'est la zone de confort en fait. C'est la zone de confort, oui, et malheureusement il y en a beaucoup qui sont bien ancrés dans la zone de confort, même un peu trop d'ailleurs. Mais j'aime bien bouger moi, les gens. Ayant fait du développement personnel, j'aime bien bouger les gens, j'aime bien les aider à concrétiser leurs rêves. Après c'est compliqué, faut l'avouer, pour des personnes qui partent de zéro. Mais en France, quand tu te plantes, les gens rient, les gens se disent tiens, il s'est planté, j'en étais sûr qu'il allait se planter, t'as vu, machin et tout, ça les rassure. Tu vas dans d'autres pays, moi qui voyage beaucoup, je le sais, tu te plantes, c'est à trouver une nouvelle façon de pas te planter la prochaine fois. Donc tu recrées quelque chose pour réussir parce que tu t'es pas planté, tu sais comment tu t'es planté la première fois. Donc tu refais pas la même connerie, logique. Donc tu vas réussir. Tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis, quoi que ce soit, ils fonctionnent comme ça. Tu as fait une erreur, c'est normal, tu vas recommencer maintenant en évitant cette erreur pour mieux y arriver. En France, ils sont contents quand malheureusement tu te plantes parce que voilà. Alors attention, les gens qui vont entendre ça, ils vont tout de suite dire derrière, attends, ils pensent qu'on est tous des cons. Pas du tout. Non, heureusement,
on va dire sur pas mal de Français, sur 10 Français, on a peut-être 8 qui pensent comme ça, le reste, ce sont des bonnes personnes. Mais c'est vrai qu'en règle générale, beaucoup de personnes envient les autres, jalousent les autres, et parce qu'ils veulent pas malheureusement sortir de leur zone de confort. Ah, puis un espèce d'ego. Là, tu me fais penser au groupe Facebook. Beaucoup de photographes, quand ils se lancent, se mettent sur des groupes Facebook. Je pense qu'on a besoin de reconnaissance et de montrer nos photos et de dire, regardez ce qu'on fait. Et des fois, ça passe, et des fois, on se fait critiquer de fou. Donc, moi, ça fait des années que je suis plus sur ces groupes-là. Mais je connais des photographes qui y vont encore et qui se prennent des sauts de merde sur la tête. Et ouais, il y a un côté très français de... Complètement. En fait, c'est pas franc, parce que je pense que les gens, des fois, ils aiment bien, mais ils veulent pas aimer parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est de dire, par principe, c'est de la merde. Ce n'est pas moi, donc c'est nul. C'est ça. Et puis, il y a des personnes qui aiment bien leur zone de confort parce qu'ils ont un côté sécuritaire. Le fait d'avoir un travail, j'en connais plein, qui ont un travail qui leur plaît pas du tout. Ouais, c'est vrai, ouais. Qui disent, ou une femme qui leur plaise pas du tout. Ah, aussi, ouais, j'en connais. Il reste avec. Ouais, et c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ils ont peut-être des enfants et tout en même temps, mais bon, ça excuse pas. Mais il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas du tout leur travail, qui se lèvent tous les matins et ils sont pressés d'arriver déjà au vendredi. Ça, voilà. Et déjà, on est dimanche soir, ils disent, ah là, demain je retravaille, ça fait chier. Bah, j'ai envie de dire, mais change de boulot, quoi. Bah non, parce que c'est sécuritaire. Là, tous les mois, il y a le salaire qui tombe, au moins, il n'y a aucun problème, parce qu'ils voient, ils savent déjà d'avance combien ils vont gagner, voilà. Bah, j'ai envie de dire, dans ces cas-là, essaie de faire ton petit boulot à côté. On revient un petit peu à ce qu'on disait, deux boulots en même temps, tu vois, et puis une fois que l'autre est lancé, hop, tu changes. Mais si t'aimes pas ton boulot, essaie d'avoir quelque chose qui te plaît. Avoir sa passion, travailler de sa passion, c'est quand même formidable. C'est un truc qui te donne envie de te lever le matin. Moi, tous les jours, je me lève, je suis content de ma journée parce que je sais très bien que je vais aller travailler dans le domaine que je connais, dans le domaine que j'ai créé. C'est quand même un truc extraordinaire. Que d'avoir un truc qui nous plaît pas, et je l'ai connu, j'ai travaillé pour d'autres boîtes avant, qui n'avaient strictement rien à voir avec la photo, et c'est vrai que c'est chiant d'y aller parce que c'est pas notre truc, mais moi je savais très bien que c'était une transition parce que j'allais arriver à ce que je voulais. Mais il faut du temps, et il faut y croire, et des fois je baissais les bras, des fois le lendemain je dormais un peu mieux, puis j'allais mieux. C'est très important. Donc on peut tout réussir dans la vie. Qu'est-ce qui te fait remotiver quand tu baisses les bras? Plein de choses. La musique. Ah ouais. Tu connais. Okay. Ouais, nos sons, des fois t'entends un petit peu ma musique derrière. Un petit peu. Ouais, mais je veux dire que ça te fasse du bien au moral, ok, mais que ça te vraiment de là te remotiver. Alors il y a tout. Le fait déjà, encore une fois, de bien dormir. Voilà, on se couche, on dort bien, on essaie. Alors c'est comme les personnes, parce qu'on est dans une époque où malheureusement il y a beaucoup de personnes qui sont facilement en dépression. C'est un gros problème maintenant. Et c'est vrai que... Peut-être à force de se comparer sur Instagram. Non, pourquoi pas, c'est fou. Et c'est vrai que... Tout est de la faute d'Instagram. C'est de la faute d'Instagram, en fait, ça y est, on vient de comprendre. Non, mais en fait, le fait de pas être bien, c'est que t'as une journée pourrie, ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que t'as envie de rentrer chez toi et d'être dans ta petite bulle. Voilà, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal. Et en fin de compte, toi, tu te couches tôt, tu te mets un bon film, un truc qui te bouge, parce qu'une personne qui est en dépression, on imagine, qui est pas bien du tout, il va pas regarder un film qui est triste, tu vois. Imagine, t'as le cafard, t'es pas bien, tu vas pas regarder un film qui te rend encore plus triste que tu ne l'es. Donc il faut un truc qui te rebondit, qui te donne envie. Donc tu trouves un truc, et pourquoi pas un truc qui a un rapport avec un film d'action que t'aimes bien, ou éventuellement un film d'une entreprise qui a réussi dans la vie. Alors moi je suis très YouTube, j'adore toutes les réussites et quoi que ce soit. C'est pour ça tous les matins j'en bouffe avec mon petit déjeuner, je me mets YouTube, je me mets un petit reportage d'un mec qui a réussi, et ça donne des idées, des envies aussi. Donc ça, tu vois, ça donne envie. Je suis un peu pareil avec les biographies. Ouais. Bah voilà, tu vois, donc c'est... Bien lire les bios de gens qui ont réussi, ça me fait marrer. Bah ça, voir les parcours. Mais c'est pour ça que je fais des interviews aussi. Exactement. Quelque part. C'est ça, tu vois, et ça donne envie de réussir, d'aller plus loin, parce que tu as des exemples. C'est très important d'avoir un idole, d'un exemple qui te permet justement de réussir. Ouais. Et ça, tu regardes ça, tu manges bien, tu te couches tôt, hop, tu dis, allez, aujourd'hui sera une meilleure journée. T'y vas. Et tu le fais. Tu vas pas dire, il y a un truc tout con. Le matin, tu te lèves, tu poses la question avec la personne avec qui tu vis, est-ce que tu as bien dormi? Souvent, les personnes vont te dire, bah non, j'ai pas très bien dormi, c'est difficile, c'est machin. Bah là, on est encore sur le développement personnel, t'as envie de dire, non. Dans ces cas-là, tu dis, j'ai pas très bien dormi, mais je dormirai mieux ce soir, c'est pas grave. Tu vois? Essaye de voir toujours le verre à moitié plein. C'est très important. Et ça, en fin de compte,
t'as le moral dans les baskets, tu te mets de la bonne musique, tu bois un coup si tu veux. Tu te prends ton petit alcool, ton petit machin si tu veux, sans abuser bien sûr. Mais derrière, tu fais ça, tu manges bien, tu te couches au lit. Enfin, tu te couches, oui, au lit forcément. Tu te couches et après, derrière, tu te tapes aussi des reportages, des trucs comme ça de réussite, qui te permet de voir que toi aussi tu peux réussir. Tout le monde se plante. Tout le monde a des moments dans les baskets. Tout le monde a le moral dans les baskets. Ça arrive très souvent. Moi, souvent aussi. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter ma société. C'est pas pour autant que je perds de l'argent. C'est comme ça, c'est humain. L'être humain a des hauts et des bas, et il faut l'accepter. Mais le mieux, c'est de savoir avoir plus de hauts. Une courbe, une personne lambda. Personne lambda On part en maths. De quoi? On part en cours de maths. Les abscisses, les ordonnées. Voilà, donc je vais sortir le tableau. Là, non, voilà. Une personne lambda qui, malheureusement, a l'habitude d'avoir des échecs et qui, sans arrêt, est plutôt dans le côté négation. Il va réussir quelque chose, ça va monter. Ça va pas fonctionner, ça va redescendre. Il va refaire ça, il va redescendre. Mais quand tu regardes la courbe, soit qu'il fait toujours la même chose, soit qu'il descend, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Là, par contre, c'est une personne qui se remet pas du tout en question. La vraie règle des choses, c'est qu'il faut se remettre toujours en question et toujours s'entourer de choses positives et d'amis positifs. Parce que c'est pareil, il faut faire du tri dans les amis. Ça, c'est encore autre chose. Mais la courbe doit arriver dans l'année qui suit, à éventuellement monter, descendre un petit peu, mais plus remonter, plus redescendre, remonter, redescendre, et à la fin, on regarde sur l'année que la courbe est plus haute que basse. C'est qu'on a fait une très bonne année. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et encore une fois, je reviens sur les personnes qu'on côtoie, c'est très important, il faut faire du tri. Et même dans la famille d'ailleurs, pour pouvoir réussir, parce que tout le monde est assez nocif, malheureusement. Tu parlais, que t'étais beaucoup sur YouTube. Je sais pas si tu regardes Un bon moment de Kian Kojandi. Non, ça me dit Eh rien, ben voilà, ça. je te donne un. Eh ben, belle info. Je vais regarder ça. C'est Kian Kojandi, c'est le mec qui fait Bref. Et depuis, il fait plein de trucs. Et je sais pas s'il a lancé ça pendant le confinement, mais ça a démarré pendant le confinement. Il devait en avoir en stock, je pense, et il s'est dit, tiens, c'est le bon moment. Ouais, C'est le nom de son podcast, en plus, c'est parfait. Et c'est personnellement ce qui m'a donné envie de faire un peu cette config et tout. Donc comme je t'en avais parlé, moi j'aimerais bien développer ça avec plus de monde pour que justement on réagisse, parce que là tu vois, on part dans des sujets hyper intéressants, développement personnel et tout, les échecs, les machins, les trucs, et c'est vrai que quand il y a plusieurs personnes autour de la table, c'est trop bien de... Ouais. Ah ouais, t'as raison. Ah bah non, moi je suis pas d'accord. Ah tiens, moi j'ai testé telle méthode. Ah ouais, tiens, je sais pas, je suis sceptique. Enfin bon, voilà. Donc c'est ce qui risque d'arriver plus tard sur la chaîne. Et en fait, un bon moment, lui, il fait ça plutôt avec des comédiens et des comiques, puisque c'est son univers. Et il n'y a pas vraiment de but au podcast. Ils sont juste entre eux, ils parlent comme ça. Et... Alors, des fois, ils font des blagues et c'est marrant, mais ils parlent beaucoup. Et je pense que c'est pas voulu, en fait. C'est juste, ça vient dans la conversation de leur parcours et de leurs échecs, quoi. Ouais. Et donc à l'instant, tu viens de dire que c'est important de regarder des vidéos de gens sur YouTube qui ont eu du succès, parce que justement, tu vois leur parcours, tu vois qu'ils en ont chié, tu vois ceci, tu vois cela. Et eux, c'est exactement pareil. Moi, ça m'a reboosté à certains moments, parce que tu te dis, tiens, t'as l'impression que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Et non. Non, en fait, c'est ce qu'ils font voir, hein. Puisque en fin de compte, on le sait tous, quand tu mets des choses sur YouTube de ta propre réussite, tu vas éviter de mettre tout ce qui t'a empêché de réussir. Parce que, bien sûr, déjà, ça serait beaucoup trop long. Mais c'est vrai qu'ils vont dire brièvement certaines difficultés qu'ils ont rencontrées, mais ils vont tout de suite arriver à ce qu'ils ont réussi. C'est normal, c'est beaucoup plus vendeur, et surtout, c'est plus agréable à regarder que les échecs, ce qui est logique, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que YouTube est une mine intéressante, mais il faut savoir que quand tu regardes une personne qui a réussi, il faut savoir que pendant des années, il a quand même sûrement bien galéré. Et on sait très bien qu'on creuse bien l'histoire de la personne. On voit bien quand même qu'il a mis des années à réussir, ou alors plusieurs fois il s'est planté, mais il a recommencé jusqu'à temps de réussir. Et ça, c'est beaucoup de personnes qui ont réussi. Jamais, au grand jamais, les personnes réussissent dans un truc comme ça. C'est impossible. Impossible. Donc voilà. Et c'est pour ça que les gens, dès que malheureusement ils réussissent, ils se cassent la gueule une seule fois, la première fois, ils ont tendance à arrêter en disant, c'est pas pour moi parce que moi j'ai échoué. Mais non, mais tout le monde échoue avant d'arriver au succès. C'est tout à fait normal. Et t'as l'échec et t'as aussi le contexte. Parce que je connais aussi des photographes qui ont réussi, qui gagnent bien leur vie, mais parce qu'ils ont eu un héritage familial juste avant, donc ils ont pu investir d'un coup dans de la com, du matos, du machin, du truc. Ils avaient un studio déjà. Moi, en comparaison, qui louait un studio en plus de mon chez moi à Lyon, plus le fait de devoir faire la com moi-même et tout. Enfin, tu vois, déjà t'as des frais, quoi. De toute façon, déjà quand t'as un portefeuille financier qui est quand même assez intéressant, ça aide pour tout. Ça aide énormément, c'est normal. Dans tous les domaines. C'est pour tout, en effet.
Ça c'est clair. Après, il faut voir le travail de cette personne-là, faut voir un petit peu son principe, si c'est une bonne personne ou pas. Bon, je crois savoir de qui tu parles, donc voilà. Mais donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même très important. Ça, c'est deux choses. Mais quand t'as un portefeuille financier qui te suit et que tu peux tout faire avec, c'est beaucoup plus facile de grandir. C'est normal. Quand tu travailles de toi-même avec le financier qui est peut-être un peu moindre, voilà, t'as plus de mérite plus tard de réussir. C'est tout à fait normal. Ah bah, je le prends comme un compliment. Bah oui, tu peux le prendre comme un compliment, et d'ailleurs on s'est aussi rapproché par ça parce que, encore une fois, je te le redis encore, que ton travail est vraiment excellent. Moi j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup aussi. Enfin, 35 minutes d'enregistrement. Beaucoup plus même. Même plus. 1h05. Il l'attendait depuis enfin, le il le dit. Ouais, j'aurais dû commencer dès le début comme ça. Ah, c'est bon, on peut couper. J'isole que ce passage. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime bien ton approche. J'aime bien aussi tes vidéos sur YouTube que tu fais parce que bon, je les ai pratiquement toutes vues normalement. Donc c'est pour ça, j'aime bien ton côté pétillant que tu donnes au niveau du micro. C'est sympa, ça plaît pas à tout le monde. Ouais, mais on s'en fout. On s'en fout des autres. Moi, je dis tout le temps, les gens qui me suivent, ceux qui m'aiment bien, les autres qui m'aiment pas, je m'en fous. Donc après, voilà, faut passer à autre chose. Et ça, c'est quand même hyper important parce que quand on regarde une vidéo, une personne qui exprime sa passion, ça se sent tout de suite. Et on le sent chez toi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder tes vidéos. Donc voilà. Mais merci. De rien. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que moi je trouve qu'en France, il y a un côté hyper sérieux dans les photographes, ils se prennent vraiment au sérieux, quoi. À un certain niveau, attention. Il y a des photographes qui sont beaucoup plus fun et qui l'affichent, mais dès que t'es un peu dans la photo d'art ou dans la photo très 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 haute qualité, machin, c'est pompeux, quoi. Oui, en effet, on en parlait aussi tout à l'heure, de ces personnes-là qui moi j'aime bien les amis photographes, je les aime pas tous parce que malheureusement il y a des problèmes de concurrence qui est comme une concurrence débile en fait, parce que en fait ils vont se comparer par rapport à leur matériel, ce qui est un complexe quelque part. On va pas aller dans les... Voilà, bref. Mais, vous nous avez compris. Ces personnes qui aiment bien s'accouder sur leur super voiture de sport en disant « T'as vu ma grosse voiture ?» C'est bon, comprenez pourquoi. Ouais, mais c'est un peu de la jalousie, en fait. Oui, il y a de la jalousie, une sorte d'avoir réussi quelque chose qui est pas vraiment une réussite, en fait. Parce que la réussite, ça peut tomber du jour au lendemain. Surtout avec une voiture, une fois qu'il y a quelques années, la voiture, elle sert plus à rien. Mais... Bon, à part les voitures de sport. Mais le truc, simplement, c'est que les personnes les photographes, qui se comparent en disant « Vous avez vu mon appareil photo, vous avez vu mes photos, moi j'ai tant de personnes sur Instagram, j'ai tant de machins. » Franchement, ça n'a strictement rien à voir. Tu peux avoir des milliers d'abonnés sur ton truc, si t'es con, t'es con. Si ça changera strictement rien. Parce que les gens vont le voir. On sait très bien que pour avoir des abonnés sur Instagram, t'as qu'à payer pour en avoir plus. Mais les vrais clients, les vraies personnes qui te suivent, qui te rapportent de l'argent derrière, parce qu'ils aiment ton travail, ça se voit, c'est commenté, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ça, faut pas se fier. Ce sont des gens qui sont malheureusement pas intéressants. Pour la simple et unique raison, c'est que derrière, ils ont un problème avec eux-mêmes. On revient sur le développement personnel, là. Mais parce qu'en fin de compte, ils ont besoin d'être mieux. Le meilleur appareil photo que le voisin. Le zoom qui ouvre mieux que son voisin. J'ai plus d'abonnés que toi. J'ai fait un chiffre d'affaires qui est mieux que toi. T'as vu? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Moi, je suis heureux, même si j'ai un peu moins de monde. Par contre, j'ai des bons clients. J'ai pas des clients que je paye pour poser pour moi, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est important. Quand tu as des clients qui viennent d'eux-mêmes pour te dire « Moi je veux être photographié par vous, je vous paye », déjà c'est valorisant. Puisque derrière, automatiquement, tu sais très bien qu'ils viennent pour ton travail. Ils viennent pas parce que tu les payes, tu vois. Et ça c'est important. Et ça c'est quand même deux gammes de photographes différents. Et pourtant, les personnes qui payent sans arrêt les modèles, les clients, pour dire c'est pour mettre sur mon Instagram pour avoir plus de monde, bah, très souvent ce sont des gens qui sont pas intéressants parce qu'ils sont vides de l'intérieur. Et ça, ce sont des gens qui malheureusement nous envient beaucoup. Bah après, qui m'envient, je m'en fous complètement, ça m'empêche pas de dormir. Donc voilà. Ah ouais, t'as dit un truc très intéressant. Le vrai important, c'est d'être heureux, quoi. C'est ça exactement. Et je pars du principe aussi, pendant le confinement, on s'est posé des questions si on n'allait pas arrêter la photographie, parce qu'on a eu peur, comme beaucoup de photographes, on dit tiens, qu'est-ce qui va se passer, parce que au lieu que ça se passe pendant quelques mois, ça a duré quand même 2 ans. Le chiffre, bien sûr, s'est ressenti aussi, ça n'a pas empêché de vivre, mais j'ai eu l'optique de dire, pourquoi pas, la vie a fait qu'elle nous dit, stop, voilà, on est fait pour faire autre chose. Bah pourquoi pas, j'étais prêt à arrêter mon studio photo pour faire autre chose. Je l'accepte, c'est toujours un peu, au début, triste, dire, tiens, on arrête quelque chose qu'on a construit,
Mais quelque part, la vie nous donne des choses en disant tu dois passer à autre chose. Bah, faut l'accepter. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Faut savoir que toutes les personnes qui ont un but va toujours trouver une solution derrière. Puisque quand la vie te fait cesser quelque chose, quoi qu'il arrive, l'instinct de survie, comme on peut dire, tu trouves toujours autre chose derrière pour pouvoir réussir. Donc tu sors de ta zone de confort pour dire bon, je ne fais plus ça pour faire ça. Et là, en faisant ça, tu réussis, tu dis ah bah non, en fait c'était plus simple que je le pensais, je suis même plus heureux qu'avant parce qu'en fin de compte, c'est vrai que le métier que j'avais avant me plaisait, mais là en l'occurrence, j'ai laissé tomber ça parce que la vie a fait que j'ai laissé tomber, mais maintenant j'ai trouvé un truc qui me plaît encore mieux. Voilà. Et ça, faut l'accepter. Sauf qu'il y a des personnes qui sont obtus et qui restent persuadés que ce qu'ils ont actuellement, c'est la meilleure vie. Bah, pas tout le temps, hein. Tu vois. Encore une fois, c'est la zone de confort, mais là tu parles de le lâcher prise. Ah oui, complètement. Ouais. Il faut lâcher prise. Ça, c'est pas une chose simple. Il faut déjà le savoir pourquoi déjà qu'on n'est pas heureux. Il faut savoir qu'est-ce qui nous bloque. Et une fois que tu as trouvé le pourquoi du comment, là tu dis il faut lâcher prise pour pouvoir réussir. Une personne qui veut réussir dans la vie, s'il veut... Alors tiens, on va prendre un truc beaucoup plus simple. Allons-y. Voilà. Parce que sinon on va perdre des personnes. Une chose très simple. Combien de personnes on peut... 8. Ah non, pardon. Non, c'était presque parce que c'était 7. Merde. Non, il y a des personnes qui va prendre un truc très simple, qui veulent absolument avoir des amis. Et dit tiens, lui il est super sympa, en plus il est un peu connu parce que machin, ceci, cela, j'aime bien ce qu'il fait, je vais faire en sorte que ça devienne mon ami. C'est impossible de faire ça. Et pourtant il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup qui essaient de copiner avec un tel pour dire tiens super, ça va devenir mon meilleur ami, je veux qu'il devienne mon meilleur ami, je veux qu'il vienne chez moi, je veux qu'on bouffe ensemble, machin. Ça se fait pas comme ça. On est tous d'accord, il y a le feeling, il y a tout ce qui s'ensuit. Après, il faut que la personne en face te ressemble un petit peu aussi pour différentes choses et quoi que ce soit. Ce qui veut dire tu peux pas demander à une personne que tu connais à peine de devenir ton ami parce que tu l'aimes bien. Ça passe ou ça casse. Ça se trouve le mec t'apprécie mais pas plus que ça, ou peut-être que c'est un con en fait et que tu vas pas pouvoir devenir ami avec lui. Faut jamais forcer les choses. Bah dans le travail c'est la même chose. Si tu veux quelque part réussir dans la vie, il faut pas non plus, c'est un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais tu ne dois pas dire, il faut absolument que ça se passe comme ça, parce que ça marchera jamais. Il faut que tu dis, j'en sais quelque chose. Oui, mais c'est pour ça. Mais le truc, c'est que tu dois, en fait, dire, bah tiens, je veux cette chose-là, je l'attends, mais je l'attends, elle va venir toute seule. Je sais qu'un jour ça va arriver, c'est pas grave. Combien de personnes, et encore, j'ai entendu un reportage récemment d'un groupe qui s'appelle Gold, que tout le monde connaît, disait que avant d'être connu, en fin de compte, 15 jours avant que son tube fonctionne, il a failli laisser tomber la musique. Ouais, mais c'est voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que des exemples comme ça, j'en ai vu plein. Ben voilà. Il y a Bigard qui en parlait avec le mec qui présente Terrain Inconnu. Frédéric Lopez. Frédéric Lopez. Non, je sais plus quelle émission, il disait ça, il disait qu'il a tout fait pour percer dans l'humour et tout, il faisait chier, comment il s'appelait, Philippe Bouvard, qui avait la meilleure émission de tremplin à l'époque, et Bouvard avait dit, lui je peux pas le blairer, c'est mort. Et un jour il a dit, bon bah je laisse tomber en fait, ça marchera jamais. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a appelé pour dire, tiens, on a une place pour un sketch tel jour, telle heure, et après ça a décollé. C'est ça. Et après Bouvard a fait, ah mais en fait il est bon. Et voilà, Calogero pareil, il était dans un groupe qui s'appelait Les Charts avant, avec son frère. Et ils ont eu un petit succès, et après ça s'est un peu cassé la gueule. Et c'est marrant parce que c'est une histoire qu'on m'avait racontée en radio, un programmateur musical qui tiens, plus de GoPro. Ah tiens, il y en a une qui s'est éteinte. Fin de GoPro. Et je sais pas si on l'entend dans le micro, remarque. Et enfin bref, et du coup il a failli arrêter Calo parce que il sentait que non. Et c'est un programmateur musical d'une radio que j'ai bien connu qui lui a dit un jour dans un bar, après un showcase machin, t'as un truc, tu devrais essayer mais tout seul en fait, sans ton frère, sans tout ça, enfin vraiment solo. Et il a un peu lâché prise et boum quoi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors ça doit pas être simple de quitter son frère, parce que là il y a un côté familial qui rentre en jeu. Je crois qu'il écrit encore des chansons pour lui, mais il est beaucoup plus en retrait, tu vois. Donc ouais, pour revenir à Calogero, ouais, en effet, le côté familial qui rentre en jeu, mais après voilà, c'est quand même important de lâcher prise. Et c'est quand tu t'aperçois que comme on l'expliquait, tu t'arrêtes. J'arrête, je laisse tomber. C'est là que généralement ça arrive, parce qu'il a lâché prise.
Comme le fait de vouloir que ce soit un ami. Si tu forces, ça ne fonctionne pas, tu laisses aller. Et en fait, c'est un peu si tu me suis, je te suis, voilà, tu vois, ce truc-là. Et ben en fin de compte, si tu veux absolument que ça devienne un ami ou tu veux que ça fonctionne, faut pas y aller. Faut attendre qu'il vienne à toi aussi. Hein, on va dire, on parle d'univers, l'univers t'envoie ce qu'il y a besoin, c'est ça. Tout simplement, c'est que si tu laisses les choses se faire naturellement, en mettant en place, en disant j'ai envie de le faire un jour, je veux que ça m'arrive, mais je laisse faire les choses, ça arrive tout seul. Si tu forces la chose, là, c'est la balance qui est très compliquée à comprendre. Mais une fois que tu as trouvé le truc, ça peut y aller. Et la photo, donc moi, il y a 23 ans, plusieurs fois, j'ai failli laisser tomber. Et ça s'est fait que les gens m'ont rappelé, des fois, en me disant tiens, je ferais bien tel truc, j'aime beaucoup ce que vous faites. Il suffit d'un petit compliment ou deux pour que ça reparte. Et ça, c'est très important. Parce que, justement, quand on laisse tomber un peu les choses, ça revient à nous en disant non, t'es pas si mauvais que ça revient à toi. C'est tout à fait normal. Quand on est fait boomerang, comme la méchanceté, ça revient toujours à la tronche. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai une autre passion, c'est la musique, et hier j'ai croisé un gars que je vois une fois tous les 1000 ans, quoi. Et en fait, pendant le confinement, on en parlait, et c'est vrai que c'est pas que je pensais arrêter pendant le confinement, mais pendant le confinement, moi je fais de la photo avec des humains, et j'étais chez moi, donc je n'avais pas accès aux humains. Et je n'aime pas la photo à distance comme beaucoup ont fait, le remote photoshoot, les photographes à télé. Je comprends pas l'intérêt. Mais bon, on en parlera une autre fois, c'est pas le sujet. Mais et du coup, j'étais tout seul chez moi et je me suis dit, je suis un peu foutu dans le sens où si j'ai plus accès à des humains, je peux plus faire de photos. Et du coup, j'avais fait un autre projet pour m'occuper, c'était de la musique avec mon meilleur pote, parce qu'on fait beaucoup de musique. Et on avait enregistré des chansons qu'on avait en tête depuis 1000 ans aussi. Et voilà, puis depuis le confinement, on avait 6 chansons à faire, on en a fait 2. Et j'ai un peu laissé tomber parce que je suis reparti dans la photo quand ça a redémarré, tout ça machin. Et hier, donc, j'ai croisé un gars que j'ai pas vu depuis très longtemps, depuis 6 ans, et que je ne savais pas, mais il a suivi ce projet. Et hier, il m'a dit, alors, ça en est où et tout. Et je lui ai dit, waouh, mais t'es le seul qui m'en parle depuis la fin du confinement. C'est quasiment le seul qui a vu le truc d'ailleurs. Et il m'a dit, mais faut finir, faut pas arrêter, c'est un truc. Et tu vois, ça m'a donné envie de le refaire. J'ai fait, waouh, c'est un truc de fou. Et ouais, parce qu'on l'avait mis sur Facebook ou je sais pas quoi, et il avait suivi le truc. Et ouais, depuis on a un peu laissé tomber. Je me suis dit, il y a peut-être des trucs à finir effectivement. Donc c'est assez fou. Ouais. Mais tu parlais de balance aussi. Entre, j'imagine, lâcher prise et justement ne rien lâcher, et c'est ça qui est compliqué. C'est ça, voilà. Ouais, on ne lâche rien. Mais des fois, faut lâcher, mais des fois, faut relancer certaines personnes, ou des fois, faut un peu provoquer le destin, comme on dit. C'est vrai que cette balance, elle est super. Le curseur, il est sensible, quoi. C'est ça. C'est un peu comme la formation de la photo entre le diaphragme et puis la vitesse. Faut la comprendre. Des fois, elle est pas simple pour les débutants, mais j'ai jamais rien compris à ce truc-là. Je donne des cours de photo, mais non, je rigole. Mais c'est vrai que voilà, elle est très difficile à comprendre. Mais en fait, une fois que tu l'as pigé, tu l'as pigé. Et la balance est très compliquée là-dessus. Mais c'est la même chose. Il faut rien lâcher, mais il faut pas forcer les choses. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Et ça, en fin de compte, en faisant ça, quand tu y es, voilà. Alors, il y a comme le livre et le film d'ailleurs, Le Secret. Je sais pas si tu as déjà. La loi de l'attraction. Oui. Ouais. Donc ça, c'est américain. Hein. Ils l'ont fait à l'américaine, ce qui veut dire qu'ils disent pas tout dedans. Hein. Mais grossièrement, ils te disent quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Tu penses très fort à quelque chose et tu peux l'avoir. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a quand même des choses à savoir. C'est que déjà d'une, il faut lâcher prise, il faut laisser faire les choses, et ça se fait pas du jour au lendemain. D'accord ? Parce que dans le reportage qui sont faits, dans le film, limite, le gamin, il pense à un vélo rouge, le lendemain, il l'a. Donc bon, c'est un peu. Tu penses à un éléphant, t'as un éléphant dans ton salon. C'est entièrement faux, je vous rassure. Par contre, dans tout. Ça se saurait, exactement. Mais dans tout ce qui touche un peu au développement personnel, loi d'attraction, j'en connais pas mal. C'est vrai que si tu décides que ça doit se passer, si tu joues beaucoup avec le ressenti, ça arrivera quoi qu'il arrive, parce que tu te donnes la peine. Il y a un concept de l'intention aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Tu donnes l'intention de quelque chose. Je vais revenir un petit peu, tu vois, comment j'ai rencontré ma femme. Tu vois, c'est un peu ça. Allez, on est reparti sur une demi-heure. Je vais aller vite. Moi, j'adore l'Asie, j'adore le Vietnam. J'y suis allé la première fois, j'ai posé le pied là-bas, je me trouvais comme chez moi, tu vois. J'étais vraiment très très bien. Quand je suis reparti dans l'avion pour rentrer en France, et en fin de compte, il y avait un couple de Vietnamiens qui n'était pas un couple, c'était des collègues en fait, mais je ne savais pas. Je me suis installé à côté d'eux parce que c'était ma place. Et en fin de compte, il s'avérait que la personne qui était à côté de moi, c'était une Vietnamienne qui partait travailler en France pendant 2 mois, et on a beaucoup parlé ensemble. Et donc cette personne est devenue ma femme.
Et donc 15 heures de vol, ça rapproche, hein, bien sûr. Et en fin de compte, je m'étais mis en tête en disant ma vie est au Vietnam et je sais que ma femme sera une Vietnamienne, une Asiatique, parce que je pense que c'est une femme qui me correspond. Voilà. Mais je le savais déjà depuis longtemps. Et en fait, tu vois, ça s'est venu à moi tout seul, puisque en fait, je me l'étais dit dans ma tête, j'ai dit un jour, ça arrivera. Donc voilà, tout simplement. Et toutes ces choses-là font que j'ai voulu travailler dans le voyage. Ça s'est fait naturellement parce que c'est l'agence qui m'a contacté suite à un voyage, parce que je voulais travailler dans le voyage. Enfin, tu vois, ça se fait tout seul. Je sais que ça va arriver, mais je ne sais pas quand. Je laisse faire les choses. Non, en fait, faut pas vraiment vivre au jour le jour en se disant il arrivera ce qu'il arrivera. Faut se dire j'aimerais. Faut avoir des buts, quoi. Faut avoir des buts en plaçant un peu comme un jeu d'échecs certaines choses. Que ça reste en tâche de fond comme ça derrière. C'est ça, exactement. Okay. On va dire, pour ceux qui sont assez connectés, on va dire ça, ceux qui sont très connectés au spirituel et donc, on va dire, à l'univers, on dit souvent que tu demandes à l'univers quelque chose. Si tu es aligné avec tout ce que tu dis, quoi qu'il arrive, l'univers va te le rendre en te remerciant. Donc voilà, sois sympa avec tes amis et ta famille, sois droit dans tout ce que tu fais, et tu verras que l'univers te remerciera en te donnant ce que tu veux. Bah, c'est exactement ça. On est un peu même sur une base de religion quelque part, hein. Mais l'univers remercie généralement ce que tu fais si tu es aligné avec ce que tu fais réellement. Une personne qui dit moi je suis vegan mais par contre il mange de la viande à gogo, ou moi je mange pas de sucre par contre il se tape des tablettes de chocolat, en fait il est pas aligné du tout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça c'est gentillet, mais si tu prends un truc un peu plus dur, une personne qui fait du mal, une personne qui fait des choses méchantes, qui est jalouse de l'autre, qui fait des coups vaches, bah je suis désolé, l'univers va pas lui donner quelque chose, c'est faux. Il va l'aider sur certaines choses, mais quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il va se réveiller un matin en disant qu'il a tout perdu parce qu'il a été con, quoi. Donc voilà. Voilà, encore une base de développement personnel, désolé. En fait, on en voit beaucoup. Hein. Là, je buvais tes paroles. Là. Ah ouais, t'en bois beaucoup, mais je sais que je en parle beaucoup. C'est vrai que c'est un truc qui me passionne. Donc, voilà. Encore une fois, c'est hyper intéressant parce que moi, quand je t'ai dit, on fait l'interview, rien n'était écrit, hein, j'avais pas des questions. Tiens, je vais parler de ça. Je savais qu'on allait partir de ton parcours et de parler un peu du studio. Mm-hmm. Et on finira là-dessus aussi, t'inquiète pas. Parce que c'est important, parce qu'on est sur une chaîne de photos, mais on se connaît un peu, et je sais que t'as fait beaucoup de développement personnel aussi, et puis toutes les conversations qu'on a eues en amont, je savais que ça allait alimenter, donc je savais que ça allait un peu arriver là-dessus, puis je voulais l'orienter un peu là-dessus aussi, parce que je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui regardent. Voilà, si jamais vous voulez vous lancer, pas que dans la photo d'ailleurs, mais dans tous vos projets, surtout artistiques. Oh, ça tient tout seul. Au bout d'une heure et demie, ça y est, j'ai trouvé le... Bonjour. J'aurais dû faire ça depuis le début, c'est génial. Ça peut être dangereux, attention. Ouais. Si on voit qu'il penche, c'est qu'il y a un problème. J'avais une photo derrière qu'il ne fallait pas. Et voilà, non, mais du coup, je trouvais ça très intéressant. Ouais, mais c'est lié, hein. Faut être aligné, il y a pas le choix, sauf si on a un bagage familial et financier qui nous aide énormément, tu réussis quelque chose, mais on le voit très souvent, les jeunes, les tout jeunes, qui réussissent dans la vie parce qu'en fin de compte, ils ont papa et maman derrière et qu'ils ont un bagage financier familial qui les aide à réussir. Très souvent, ils se cassent la gueule quand même, faut l'avouer, parce qu'ils savent pas, ils ont aucun mérite d'avoir réussi parce qu'ils ont déjà tout. Tu vois ce que je veux dire? Une personne qui réussit de lui-même quelque chose, il a le plus de mérite, il est un peu plus fier d'avoir réussi parce qu'il a fait tout de lui-même, tu vois. Ça, c'est très important. Bon, attention, il y a des personnes qui réussissent même quand papa et maman est derrière, mais très souvent, les personnes qui ont déjà tout n'ont pas le bagage de réussite parce qu'ils n'ont rien créé d'eux-mêmes. Ah, puis ils n'ont pas la mentalité, j'en ai croisé dans le milieu de la musique où ils pensaient que tout leur était dû et du coup ils sont très arrogants et ouais. C'est aussi ça qui fait que... Ah oui, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Comment tu veux réussir dans la vie quand en fait tu t'es hautain avec tout le monde parce que tu fais voir que t'as réussi en sachant que t'as rien fait pour réussir? C'est un peu normal que, encore une fois, l'univers te dit, bah attends, toi tu veux jouer à ça, bon voilà. Et on sait très bien, et j'en connais même plein, même dans ma famille d'ailleurs, hein, il y avait des personnes qui auraient pu avoir tout ce qu'il fallait pour réussir, mais en fait, ils ont fait n'importe quoi, et maintenant, c'est les premiers à être les plus tristes du monde, parce que une fois que c'est passé, qu'ils ont tout perdu, pour revenir en arrière, c'est extrêmement compliqué. Le train est passé. Et oui, le train est passé, exactement. Ce sera le sujet d'un autre truc, on va faire la conclusion, mais il y a pas si longtemps, ça doit être après le confinement, j'ai eu cette sensation d'avoir raté le train de ma vie, et c'est horrible, hein, c'est vraiment un truc, tu fais waouh. En fait, j'avais l'impression que les univers parallèles existent. Tu vois, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est vrai, et que j'étais pas le bon Mathieu,
c'est pas dans la bonne planète. Je suis en mode, ouais, il y a un autre Mathieu sur notre planète Terre qui se gave là en ce moment. Et c'est horrible, hein. C'est vraiment un... Bah, t'as un côté d'échec, tu te dis, mon Dieu, pourquoi moi, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ouais, non, puis c'est des occasions que j'ai eues dans ma vie avec plein de gens où j'ai fait des choix et sur le coup, tu sais pas ou tu t'en rends pas compte. Je vais peut-être pas écouter l'intuition non plus. Mais d'un coup, 2, 3, 4, 5 ans après, avec le recul, tu fais ouais, mais en fait, il a vachement été plus loin que ce que j'aurais imaginé et j'aurais pu y être aussi. Et en fait, moi, je suis dans un autre truc qui me plaisait pas du coup à l'époque et tu fais ouah. Mais au final, on s'en sort, vous inquiétez pas, tout va bien. Heureusement, oui, je vois bien que tu t'en sors quand même très très bien quand même. Mais faut savoir que quoi qu'il arrive, ça arrivera un jour, c'est ça. Faut juste être patient. Il y a des personnes qui doivent être un peu plus patients que d'autres, tout simplement. Alright. Bah merci. Bah de rien, c'est tout à fait normal. Voilà, maintenant tu m'as demandé de te dire plein de compliments, donc voilà. Ah non, merde, c'est pas coupé. Ah merde, non, attends, j'ai pas mon chéquier en plus, c'est gênant. Bah Jérôme, merci beaucoup. Bah merci à toi. On a fait un petit tour de ton parcours, de ton ressenti sur la vie, de conseils, pourquoi pas à tous ceux qui veulent se lancer dans une carrière artistique. Je vais le mettre sûrement dans la description et en bas, mais rappelle-nous quand même l'adresse du studio. Donc studio l'ami, donc à Argence, 4 rue Le Comte à Argence, donc juste à côté de Caen, à 15 km de Caen. En Normandie. En Normandie, bien sûr. Tout à fait, avec du bon camembert. Avec quoi, tu dis? Du bon camembert, du qui bon part dans les camembert, clichés. ouais. Et du vin rouge. Et toi, tu fais de tout, donc mariage, portrait, commercial. Alors, je fais le commercial en effet, mais c'est vrai que je travaille pour les entreprises, beaucoup de portraits studio. Portrait d'art, portrait de mode, portrait de famille, d'enfants, tout ce qui touche au portrait en fait. Et en mariage en effet, donc 37 mariages. Donc, en un mois. Non, pardon. Tous les jours en fait. Donc 37, waouh. 37, c'est énorme, ouais. Très souvent, les photographes tournent à peu près à 10 mariages, à peu près. Hein. Je connais quelques-uns, c'est 6, 7 mariages, 10 mariages. Quand déjà t'en fais 15, déjà c'est très très bien. C'est déjà pas mal, ouais. Et moi j'en fais 37. Alors j'ai ma petite équipe, hein, bien sûr, parce que je peux pas faire tout seul, en sachant qu'il y a les voyages, en sachant qu'il y a les portraits studio, les industries, bon là je peux pas tout faire. Donc ce qui fait que j'ai mon équipe, eux font les reportages et moi je fais les photos de couple, de mariage. Je fais aussi du reportage aussi, bien sûr, mais eux le font plus parce que je peux pas être encore une fois partout. Donc voilà. Waouh, bah on conseille aux gens de venir dans le showroom, comme on dit. Ouais. Et sur son site internet, je mettrai les liens et tout ça. Bah merci beaucoup, c'était super intéressant. Eh ben écoute, également, ça m'a fait bien plaisir de partager ça aussi avec toi, puis avec vous. Et puis comme je t'ai dit, il y a sûrement un format que je ferai avec d'autres gens, donc je t'inviterai avec plaisir. Avec grand plaisir. À venir à plusieurs, débattre autour des tables. Bah, j'aime bien échanger, donc. Bah j'ai vu, ça s'est un peu vu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Il y en aura d'autres qui arriveront sur cette chaîne. Je pense que je la mettrai en podcast audio et également ma vidéo là sur YouTube, Instagram, etc., etc. Je mets aussi mes propres liens. Enfin, je mets tout dans la description. Vous inquiétez pas. Ou dans la bio si c'est sur Spotify ou autre. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche comme d'habitude et à nous suivre. À bientôt. Bye bye. Génial, parfait.